Salut à tous, on est de retour sur Bureau Oval confiné, mais Bureau Oval bien présent. On n'avait pas encore fait d'émission depuis le début. Et bien voilà, on est de retour parce qu'on s'est dit qu'on avait envie de parler avec vous et on a un sujet très intéressant à aborder aujourd'hui. Alors, avec moi, vous retrouvez des personnes que vous connaissez bien évidemment, des piliers du Bureau Oval, en commençant par Mister Alexandre Priam qui a mis un beau maillot aujourd'hui. Pourquoi pilier et moi associé dans la même phrase en fait? Je vois Emric qui rigole là, mais il a coupé son micro, mais terrible ça. Oui, bon, confiné, hein, comme toujours, on va essayer de pas devenir des piliers, tu vois, ce serait une bonne chose. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. C'est parce qu'on mange beaucoup pendant le confinement, mais bon. Que faire d'autre des fois? Que faire d'autre? Ça va, moi, Emmerich, qui voit, il rigole bien, il est content, lui, que tu te fasses terminer. Ah, le bâtard, il démarre direct vraiment une cathédrale, tu vois, il te cisaille d'entrée. Alors les gros, comment ça va? Je suis à deux doigts de porter plainte. Ouais, je comprends. Bon, t'es en forme, Emmerich? Ouais, nickel, nickel. Moi, ça se passe très bien. J'espère que vous aussi. J'espère que tout le monde va bien. Et bah, hâte de parler d'un poste que j'aime bien, tu vois. Ouais, c'est vrai. On va en parler tout de suite. On va faire découvrir ce poste-là. Par contre, tu vas me dire tout de suite, est-ce que c'est un drapeau de l'Italie que tu as derrière le dos? Exactement, parce que je me suis dit, tu vois, au tout début, on avait parlé des 9 internationaux et il y avait très peu d'Italiens. Je trouve que c'est une nation qui est sous-représentée, alors que Tebaldi est assez exceptionnel. Bon, je déconne. Là, c'est pour ça, on va axer sur le français. Écoute, je m'appelle pas Milan pour rien. Voilà. Ouais, c'est vrai. Ah, ça, je savais pas que tu étais italien. Non, non, rien à voir. On dit Rien à Milano voir? en Ok. italien. Ah bah voilà, comme quoi. Ok, on va s'arrêter là-dessus, on va passer à autre chose. Et on va vous faire découvrir, hormis Alex et Emery que vous connaissez très bien, on va vous faire découvrir le visage. Un visage, vous en connaissez les faits et gestes, on va dire, parce qu'on en parle souvent dans l'émission. C'est Ben, notre chef d'édition, qui, pendant ce confinement, se joint à nous, on avait envie, et c'est très cool. Comment ça va, mon Ben? Ouais, ça va, toujours chez moi, tout seul, avec ma sœur, en confinement, sans coiffeur, mais ça va. Qui vient de prendre un an il y a quelques temps, hein, très peu de temps même. Vraiment, il y a quelques temps. Alors que vous Ouais. entendez l'accent chantant de notre Ben national, pour te présenter, Ben, tu viens d'où déjà? Je viens de Castres. Ah, Rugby, ça va, on connaît. J'ai joué pendant 12 ans. Ça, on connaît un peu quand même. Pas cette année, mais sinon, dans l'ensemble, ça va, c'est les dernières années. c'est Non, pas mais j'ai pratiqué le rugby pendant 12 ans, alors j'ai pas joué le même poste qu'Emeric. Donc, c'est un poste que je maîtrise moins. J'ai joué ailier. Mais ça va, le rugby, ça va, je connais. Et du coup, ça fait depuis le début de Bureau Val que je fais partie de l'équipe. exactement, et aujourd'hui on est super content de t'avoir avec nous, en tout cas pour aborder un sujet dans lequel on va tout de suite rentrer. La question c'est qui est le meilleur demi de mêlée français de l'histoire? Alors au début, on était peut-être parti sur un demi de mêlée international, mais on avait envie de s'exciter un peu, de toucher la fibre nationale et surtout peut-être des demi de mêlée qu'on connaît encore mieux, qu'on a encore plus vu jouer. Et donc qui est le demi de mêlée, le meilleur demi de mêlée français de l'histoire? Ça va être le thème du débat du jour, les gars. Alors, tout simplement, les gars, la première question que j'ai envie de vous poser, et je vais commencer par toi, Emeric, parce que tu es demi de mêlée toi-même quand tu joues, notamment, parce que tu es aussi capable de jouer 15. Qu'est-ce qui est pour toi un bon demi de mêlée? Ouais, alors calmons-nous, hein. Moi, je joue quand même en honneur, réserve, tranquille, hein, tu vois, en PH. Moi, j'ai un niveau, hein, donc, écoute, je pense que de tout temps, le demi-de-mêlée, ça reste un leader, ça doit être un meneur d'homme. Donc ça, c'est très important. Il faut qu'il ait une bonne vision de jeu. Il faut qu'il ait des qualités athlétiques parce qu'il faut se déplacer sur tout le terrain, sur tout l'agroupement. Il faut être extrêmement présent. Il faut avoir du vice également. Je pense que ça, c'est la clé. Et puis bah, un bon jeu au pied, c'est toujours intéressant, mais c'est pas obligatoire. Voilà, une bonne qualité de passe, bien sûr, chose que je n'ai pas. Ce pourquoi mes entraîneurs me mettent à l'arrière. Voilà, pour info. Un bon demi de mêlée sans qualité de passe ambidextre, Alex, est-ce que tu imagines ça? C'est moi. Non, non, on Non, a dit bon demi de mêlée. Non, plus sérieusement, pour moi, un bon demi de mêlée, c'est un joueur qui est capable de traverser le terrain, de faire l'essuie-glace et d'être toujours dans le tempo et surtout de remettre du tempo dans les actions. Donc, c'est quelqu'un qui physiquement doit être au-dessus des autres. Et puis, la deuxième chose, c'est avoir de l'emprise sur un match. Un demi de mêlée, pour moi, il doit avoir énormément d'emprise sur le match. Il doit être capable de changer parfois la physionomie du match et de dicter le tempo. C'est quand même très rare d'avoir ce talent-là. Il faut de toute façon être techniquement et physiquement au-dessus des autres, au-dessus de ses coéquipiers généralement.
Ben, est-ce que tu es d'accord avec cette Je définition-là? les rejoins. Je rajouterais aussi qu'un bon demi de mêlée, il faut qu'il ait un peu de gueule. Il faut qu'il puisse. Déjà, ça doit être un leader aussi pour ses avants. Et, et puis, euh, et puis au-delà de ça, ça doit être quelqu'un qui peut peut-être, du coup, de Castres, je vais parler de Cocotte, on parlera aussi de Parade, de ces joueurs comme ça, quelqu'un qui est de la gueule, qui a un certain parler, un certain phrasé pour que ce soit haranguer ses coéquipiers ou même peut-être faire déjouer l'adversaire, voire avoir une emprise sur le match, que ce soit sur le terrain en termes de qualité et aussi en termes de parler, quoi, de phraser. L'histoire retiendra quand même que le premier nom prononcé de demi de mêlée dans le thème les meilleurs demi de mêlée de français de l'histoire aura été Ah, Rory Cocotte quand même. c'est C'est ça, mais il y avait incroyable. Tebaldi avant, il y avait Il Tebaldi y a avant. rien dedans. C'est pas un demi de mêlée, c'est pas un Français. À un moment donné, il y avait rien de bon. C'est pas un joueur de rugby. Qu'est-ce que tu viens de nous raconter là? Après, on parle français, mais il y a quand même un drapeau italien. Il y a un drapeau Oh les italien, un gars, ça maillot va. sud-africain. Ah, mais c'est parce qu'on peut pas être, on veut pas montrer notre parti pour un certain joueur, on va dire. Euh, Là, c'est super intéressant ce que tout ce que vous avez dit. À cela, je rajouterais que le demi de mêlée, euh, on entend souvent le demi de mêlée, c'est celui qui joue derrière les gros. Et évidemment, il y a ce truc un peu du premier avant, avant les arrières. Et c'est un peu celui qui est caché, du coup, celui qui est derrière les gros. Et c'est un poste qui, à mon goût, je vais le dire clairement, n'est pas assez mis en avant comparé aux ouvreurs. On parle souvent des grands 10, etc. On voit un culte aux ouvreurs, alors que les demi-mêlées sont pour moi les hommes les plus courageux de la Terre, parce qu'en en général, ils font 1m12 et ils rentrent, enfin, l'image du rugby pour moi, c'est le mec qui fait 1m12 et qui n'a pas peur de faire un aîné avec les deuxièmes lignes qui font 50 cm de plus qu'eux. Et Après, il faut voir, parce qu'un c'est les mètre plus 12 tu peux courageux. avoir Jean-Marc Doussin, et lui, pour le coup, t'as pas envie de le prendre dans la gueule, quoi, tu Oui, vois. mais il fait Ouais, lui, il fait 1m12 aussi de 1m12 largeur. 1m12, ouais, c'est ça, de large, ouais. Allez, Après les demi d'ouverture, souvent, ils sont mis en avant parce que c'est les beaux gosses. Je suis désolé, le demi de mêlée, c'est le petit hargneux, tu vois. C'est un peu le deuxième choix du beau gosse, tu vois. ouais, mais justement, mais je vois pas pourquoi il n'y a rien qui a défini qu'un ouvreur il était plus beau que le demi de mêlée. C'est juste euh, Si, c'est qu'il se fait moins plaquer que les autres, tu vois. Il est plus dandy. bah, un petit peu moins, quand même. Est-ce qu'un demi de mêlée se fait moins plaqué qu'un ouvreur? C'est pas sûr. Se fait plus ou moins Je plaqué. suis pas sûr, hein, ouais. Je suis pas sûr non plus. Ouais, Mais par contre, pour rejoindre ce que tu dis, Joseph, j'ai plus l'impression que il peut y avoir des bons demi d'ouverture. Il peut pas y avoir de bons demi d'ouverture sans bon demi de mêlée. Mais j'ai l'impression qu'il peut y avoir un bon demi de mêlée sans bon demi d'ouverture. Tu vois l'idée? J'ai Ouais, l'impression que clairement. tu peux pas être un bon 10 si t'as pas un bon 9 avec toi. Tu ah, vois? c'est le Ouais, mais sens ça du peut y jeu, avoir, hein. C'est le peut sens du pas, jeu, ouais. peut pas non C'est plus y avoir un logique. bon neuf sans un bon pack aussi. Et voilà, Voilà. donc du 1 au 15. Ça, Exactement. on va voir notamment des exemples potentiellement, je ne sais pas si vous en aurez, de joueurs des demi de mêlée qui auraient pu être largement meilleurs avec de meilleurs packs. Et inversement, la réciproque peut être tout à fait vrai aussi. Alors, il est très large hein, ce débat-là. Qui est pour vous le meilleur demi de mêlée français de l'histoire? Les uns après les autres, vous allez nous donner et après vous argumenterez votre meilleur demi de mêlée français de l'histoire en commençant par toi, Ben. Du coup, à toi l'honneur. Ah, bah vas-y, je prends l'honneur. Pas Ben moi, Rory Cocotte, hein. non, j'ai mis un Français, hein, un vrai Français. Moi, j'ai mis Fabien Galtier. J'ai mis Fabien Galtier parce que bah, déjà, c'est le premier demi Alors, vous savez quoi? C'est que un j'ai signe vu. du Et puis, destin. C'est un signe du destin que ça ait un peu coupé au début de ton argumentation parce que j'ai dit que vous donniez pour le moment votre demi de mêlée et que vous argumenterez après mon Ben. Donc, tu as dit Fabien Galtier. Fabien Euh, Galtier. à toi, Alex. Dimitri Yachvili. Ah, intéressant, déjà, il y a deux choix différents. Et pour toi, Emeric? Sébastien Bézi, bien sûr. Fabien Galtier Non. aussi, ouais. J'ai mis Fabien Fabien Galtier. Galtier. Eh ben, la journée va être compliquée pour toi, mon cher Alex, parce que moi aussi, pour moi, il y a pas vraiment de débat. Ce sera Fabien Galtier. Parfait. Est-ce que tu es prêt pour affronter cette émission-là? Toujours, 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 Bon, bah, toujours. très bien, très bien. Alors, commençons par toi, mon Ben. Pourquoi Fabien Galtier? Pourquoi Fabien Galtier? Ben, tout simplement, déjà, comme je commençais à le dire, c'est le premier neuf que j'ai vraiment vu jouer, début des années 2000 déjà. Après, Fabien Galtier, il a des qualités. Déjà, il a été, pour parler chiffres, il a été capitaine à 25 reprises de l'équipe de France. Et du coup, ça montre qu'il a un certain leadership que doit avoir un neuf. Puis après, il est considéré aussi comme quelqu'un de dynamiteur, de filou.
c'est quelqu'un qui n'a pas peur de prendre des initiatives, de prendre des risques, de jouer, en fait, de se faire plaisir. Et c'est ce que j'aime aussi chez les demi-mêlées. Et puis, pour continuer un peu sur les chiffres ou sa stature, il a été élu meilleur joueur ERB en 2003, donc année de Coupe du Monde, alors que la France n'a pas gagné et n'a pas fait finale de Coupe du Monde. Donc, ça montrait la certaine emprise qu'avait Galtier déjà sur l'équipe de France et sur le rugby mondial lors de cette année 2003. Les premiers arguments de Ben auxquels tu peux répondre. Du coup, restons d'abord sur ce thème, peut-être Fabien Galtier, histoire de le décrypter. Alex, qu'est-ce que tu as à répondre à tout ça, peut-être, et à argumenter, pourquoi pas aussi, en le sens de Fabien Non, Galtier? mais pour le coup, je ne peux que dire que Fabien Galtier était un immense demi-mêlée. Moi, tu vois, pour te dire, dans mon top 5, je l'ai mis deuxième. Donc, tu vois, vraiment, je suis quand même globalement d'accord avec vous. Fabien Galtier, c'est un joueur incroyable. C'est peut-être effectivement le demi-mêlée, pour moi, l'archétype du demi-mêlée français. Et je dis pas que pour moi, du coup, c'est le meilleur, puisque je ne suis pas de cet avis-là, mais pour moi, c'est le demi-mêlée français. Tu vois, un peu rugueux, un peu joueur, un peu con, tu vois, mais dans le bon C'est sens. mieux. Tu vois, un peu teigneux. Et puis, en même temps, bah, un vrai homme sur lequel un vrai coéquipier sur lequel tu peux construire des choses. Donc, effectivement, le mec, il est passé de capitaine à entraîneur en une fraction de seconde. On l'a vu au Stade Français Paris et avec succès. Aujourd'hui, il est sélectionneur, tu vois. Donc, c'est quelqu'un qui déjà connaissait ultra bien le rugby, était un expert de son sport et il l'était déjà quand il était sur le terrain. C'est vrai qu'il y avait un truc très intéressant à propos de Fabien Galtier, Alex, c'est que tu parles de cette capacité de pouvoir compter sur lui. Alors, en dehors du terrain, on va pas se mentir, Fabien Galtier, c'est pas un homme qui était le plus apprécié des coéquipiers. Mais Ah non. quand tu es rentré sur le terrain, c'est vrai qu'il y avait cette capacité en fait à être le leader. C'était pas ton pote en dehors, mais en revanche sur le terrain, tu allais à la guerre avec lui et tu pouvais lui faire confiance. Ouais, c'est exactement ça. Parce que en même temps, tu savais qu'il allait tout donner, tu vois. C'est-à-dire que quand t'as une constance comme ça, tu sais que le mec il va tout donner. Forcément, tu te bats pour lui, tu vois. Tu te bats avec lui. C'est vrai qu'en dehors du terrain, dans l'aspect relationnel, ça n'a jamais été, on va dire, son fort. Peut-être qu'il s'améliore. Moi, je trouve qu'il s'est un peu voilà libéré en tant que sélectionneur, ce qui est plutôt étonnant d'ailleurs. Mais la suite de sa carrière en tant qu'entraîneur, ça n'a pas toujours été évident dans l'aspect relationnel. Mais en tant que joueur, effectivement, sa constance faisait que, quoi qu'il arrive, les joueurs étaient derrière lui, même s'ils n'étaient pas toujours très potes avec. Enfin, c'est un joueur particulier. C'est du genre à vous gueuler dessus à l'entraînement quand vous faisiez une passe dans les chaussettes, quoi, tu vois. Il n'était Moi, pas j'aimais très pas ce genre drôle, de choses. quoi. Il était Ah, pas très... moi, quand je jouais au rugby, je détestais les mecs qui m'engueulaient à l'entraînement, tu vois. Ça me rendait fou. Et ben lui, c'était le gars qui t'engueulait à l'entraînement. Ouais, après, il y a l'entraînement à ton niveau, l'entraînement Oui, international. ah Non, mais bah de toute oui. manière, il faut dire qu'au rugby, il y a cette particularité, c'est que les entraînements, même du haut niveau, il y a quand même cet esprit un peu amateur où les mecs non plus n'aiment pas ce genre de gueulard qui se prennent peut-être un peu trop au sérieux, quoi. Et c'était un peu l'aspect de Fabien Galtier, mais c'est ce qui l'a rendu exceptionnel. Voilà donc la première argumentation d'Alex et de Ben. De ton côté, Emeric, est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour aller dans le sens de Fabien Galtier? Non, moi je suis d'accord, c'est Napoléon pour moi. C'est-à-dire que c'est le général, tu vois. Le mec, il t'emmène au fin fond de la Russie, tu te cailles les couilles. Tu sais pas pourquoi, tu suis ce mec. Et que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, ce gars-là, tu as envie de le suivre. Et c'est ça pour moi, Fabien Galtier. Au-delà des qualités rugbystiques et du talent du gars, euh, c'était donc vraiment la partie leader. Et je pense, moi, c'est le premier truc que j'ai dit pour définir un demi de mêlée, c'est que tu dois être un leader, tu dois t'imposer parce que tu dois diriger 8 mecs, techniquement, hein, tu dois quand même diriger 8 mecs qui sont bien plus gros, bien plus costauds que toi. Et tu dois donner le tempo d'un match. Donc, si les mecs font pas confiance en ta capacité rugbystique de comprendre et de lire le match, bah, c'est mort. Ton match, tu l'as perdu. Et c'est souvent, moi, ce que je dis aux jeunes neufs qui débarquent même dans mon club, c'est putain, soyez leader, quoi. C'est pas grave de gueuler, c'est ton poste. À un moment donné, ouais, ça va pas lui faire plaisir, mais impose-toi, il faut s'imposer. Et lui, voilà, lui, il avait ça, il a cette aura naturelle. Et tu le vois en tant que sélectionneur. Après, de là à dire que c'était pas un gros déconneur, je pense que c'était pas un gros déconneur en tant que coach. En tant que joueur, je pense qu'il n'était pas, c'était pas le dernier non plus, tu vois. C'est un rugbyman après, hein. Ça Si tu reste un fais du rugbyman, rugby ouais. et que t'aimes pas rigoler, choisis un autre sport. Mais Oui. voilà. Et après, c'est un gros tacticien. Ça, il l'a prouvé en tant qu'entraîneur. C'est un mec qui comprend le rugby, qui analyse assez vite et qui Parfois même analyse un sans peu doute plus trop. vite que les autres. Et parfois analyse même un peu trop le rugby. Il a toujours très conceptualisé le rugby, très presque spiritualisé le rugby aussi. Ouais, ouais. Là Il où masturbe le rugby, moi, je dis.
Ouais, pourquoi pas? Non, mais pourquoi pas dans l'idée? Mais à une époque d'ailleurs où on commençait seulement à se poser des questions statistiques sur le rugby et tout ça, lui, c'est vraiment pour le coup celui qui a été à fond là-dedans. Hmm. Pour ajouter, du coup, moi aussi, je vais dire Fabien Galtier pour trois raisons. C'est que la Le première, Stade français? la première, c'est que je vais rejoindre. Franchement, le Stade Français, pour le coup, je le prendrais justement comme un contre-argument parce que il a joué dans un Colomiers. grand club uniquement 2 ans. Contrairement à tous les autres noms qu'on va citer, qui ont joué dans des très très grands clubs. Fabien Attention, Colomiers à l'époque, c'est solide. Hein. Ouais, c'est solide, mais c'est pas un des très très grands clubs de l'époque. Colomiers, c'est un petit budget qui a réussi à faire une finale grâce notamment à un Fabien Galtier et à d'autres joueurs Ah, de tout sa un groupe, ouais. génération. C'est tout un groupe, c'est un peu un castre de notre génération. C'est des Mais équipes qui qui joue au ne sont pas rugby? favoris, qui sont pas favorites, mais qui font des Je ne trucs répondrai pas. exceptionnels grâce à des joueurs exceptionnels dont Fabien Galtier fait partie. Le premier argument que j'ai pour dire que Fabien Galtier est le meilleur demi-mêlée français, c'est que c'est celui qui a eu la plus grande longévité. Je trouve ça absolument exceptionnel. Le mec a fait 4 Coupes du Monde. 4 Coupes du Monde. Ouais. 91, 95, 99, 2003. Alors, celle de 95, à la limite, je vous la donne. Je ne la prends pas comme un pur argument parce qu'il ne devait pas être là. Il rejoint le groupe en cours de compétition. Parce que Carbonneau se blesse pendant la préparation. Et finalement, il gagne sa place de titulaire à la place de Weber. Et il fait partie de cette équipe de titulaires qui va se faire sortir. Mais bon, d'ailleurs, on se rappelle un peu de l'histoire. En 95, il aurait pu faire partie d'une histoire exceptionnelle, mais il y avait des trucs plus importants qui se jouaient, on est d'accord. Maintenant, en 99, en 91, il est titulaire. 99, il est titulaire. En 2003, il est titulaire. C'est-à-dire que lui, il a fait 4 Coupes du Monde, mais il y en a 3 où il est titulaire de A à Z. Et c'est absolument monstrueux. C'est une longévité qui est absolument incroyable. L'argument de Ben est très bon. Élu meilleur joueur du monde en 2002, il n'y a que 2 Français qui l'ont été. 2003. En 2003, il n'y a que 2 Français qui l'ont été. Il y a lui et du Sautoir. Alors, moi, je veux Et du bien. sautoir en demi-mêlée, c'est pas ouf. Hein. Ouais. Et après, Mais en 99 non plus, il n'est pas appelé. en Il n'est pas 99, retenu. Il n'est pas retenu non plus, il me semble, hein, dans la liste de Scrella et de Villepreux. Et il y a la blessure de Carbonneau, en fait, qui déclare forfait. Du coup, ils appellent Pierre Mignoni qui se blesse à son tour. Et derrière, du coup, c'est Galtier qui est appelé. Donc, il est là, la troisième roue du carrosse des demi-mêlées. Et il y a donc Carbonneau, Mignoni, et c'est lui finalement qui est appelé. Et il fait une finale de Coupe du Monde. il fait une finale de Coupe du Monde. Et après, bon, après sur l'argument du meilleur joueur du monde, j'avoue que avant, je crois que c'est un titre qui a été décerné à partir de 95. Donc, tu ne peux pas, par exemple, en vouloir à Berbizier de ne pas être élu meilleur joueur du monde. Donc, c'est un argument qui vaut par rapport, par exemple, à un Dimitri Yachvili. Le palmarès en club, j'avoue que le palmarès en club de Fabien Galtier n'est pas exceptionnel, mais il a joué dans un petit club. Bravo à lui d'être resté fidèle à son club de cœur qui était Colomiers, puis après d'avoir rejoint le Stade français pendant 2 ans. Et puis tout simplement, ouais, c'est le demi-mêlée le plus capé, et je trouve que ça en dit long sur son impact et sur l'impact qu'il a eu dans l'histoire du rugby français. Alors pourquoi est-ce que tu mets Yachvili plus que Galtier, toi, Alex? Ah, il y a beaucoup de raisons. Mais alors, la première, pour moi, c'est que c'est le joueur le plus complet. C'est-à-dire que Yachvili, il n'avait pas de défaut. Peut-être qu'il allait moins vite que d'autres joueurs qu'on pourrait citer. C'était pas un foudre de guerre en termes de vitesse, mais sinon, il avait tout. Il avait le jeu au pied, un jeu au pied exceptionnel, tir au but, drop ou même dans le jeu courant. Hein, il n'y avait pas de souci. Une passe incroyable des deux côtés. Pour moi, c'est le demi-mêlée avec le meilleur jeu au pied que j'ai jamais vu de ma vie, tu vois. Je vais même sortir de la France, tu vois. Je n'ai jamais vu dans ma vie un demi-mêlée aussi fort au pied que Dimitri Yachvili, d'ailleurs qui s'entraînait avec des joueurs de foot de haut niveau pour vraiment être très fort sur cet aspect-là. Et Jean-Michel Larquet. Jean-Michel Larquet, oui, effectivement, Jean-Michel Larquet. C'est aussi un game changer, tu vois. C'est un gars qui rentre sur le terrain et il change les physionomies d'un match. Tu vois, je vais te donner un exemple. Et c'est un match bidon, tu vois, en plus. C'est pour ça que je porte ce maillot aujourd'hui. C'est un La Rochelle Biarritz du fin fond de la saison 2010-2011. La Rochelle monte en top 14. Et La Rochelle mène à la pause face à Biarritz. Yachvili est sur le banc, Marconnet est sur le banc.
Jérôme Thion est sur le banc côté Biarritz. On fait reposer des joueurs cadres. Et La Rochelle fait une très très belle première période, vraiment déroule. C'est le jeune Adrien Yesteran qui est un très bon demi-mêlée, qui est aujourd'hui au SA15 en Pro D2, qui officie. Et Yachvili rentre sur le terrain. Et tu vois, c'est un match de top 14 comme il en a disputé plus de 250, tu vois. Plus de 260 même, je crois. Et il rentre sur le terrain. Et moi, j'étais dans le stade à ce moment-là. Et franchement, j'ai jamais vu ça de ma vie. Et je l'ai jamais revu non plus. Et l'équipe, elle s'est transformée. Mais c'est-à-dire qu'il n'est pas rentré à la 40e, il est rentré à la 42e. Et entre la 41e et la 42e, juste il rentre sur le terrain, tout le monde se parlait côté Biarritz. Tout le monde allait le voir, tout le monde le cherchait du regard. C'était incroyable. Tu n'avais que des monstres dans cette équipe de Biarritz. Tu avais des Jérôme Thion, tu avais des Magnus Lund, avec des Yann Balchot, des joueurs exceptionnels, d'Harry Nordoki, des joueurs comme ça. Et tout le monde le cherche du regard. Parce que tout le monde a besoin d'avoir le regard de Yachvili, de comprendre comment il est, s'il est bien ou pas. Il était toujours bien, mais dans quel état d'esprit il était? Il rentre, il fait une passe au pied, essai. Il fait une passe magnifique, laser, essai. Il est incroyable, il réussit tout ce qu'il fait. Il arrive à gérer les temps faibles, parce qu'il y en a des temps faibles quand il rentre sur le terrain de façon magistrale. La Rochelle se retrouve ultra frustrée et Biarritz gagne. La Rochelle, d'ailleurs, ça a fait très très mal dans sa saison, cette défaite, malgré un magnifique essai de Rabini, je me souviens. Mais ça m'avait frappé à quel point un joueur pouvait vraiment changer le visage de son équipe, mais un seul joueur, tu vois. Moi, j'étais vraiment dans le truc, le rugby, c'est 15 mecs, c'est 23 gars, mais en fait, il est juste rentré sur le terrain et ça a juste changé toute une équipe, quoi. Mais Ah, c'est vraiment. pas n'importe quel poste non plus, tu vois. C'est un Non, poste non, bien central. sûr. Donc, Mais moi, la façon dont tous les joueurs, il y a des joueurs qui avaient 40-50 sélections, ils se sont tous retournés, ils ont tous regardé et je lui ai rentré sur le terrain. Ils ont tous cherché son regard et il s'est passé un truc de fou. C'est que d'un coup, l'équipe, elle était injouable, quoi. Elle était injouable. Tout le monde se mettait au diapason, tout fonctionnait, il n'y avait plus un ballon qui tombait. C'était incroyable. Émeric, est-ce que tu as cette impression, toi, quand tu voyais jouer Dimitri Yachvili, d'un joueur qui illuminait sur le terrain? ouais, pareil. Bah, je pense que de toute manière, tous les joueurs dont on va parler, c'est des grands joueurs. Donc, ça, c'est une évidence. Alors, juste avant de développer ce que je vais dire, je crois que le 9 le plus capé, c'est Morgan Parra. Oui, 71 sélection. Voilà. Euh, et on en reparlera sans doute. Mais il a dépassé Petit à 64. Il a combien, Galtier? Il a 64. Ah, 64, ok. Ok. Voilà, mais juste pour Autant pour corriger, moi. parce que sinon, tu Ah, sais comment on va t'as se bien faire raison. martyriser derrière. Ouais, mais ils auront bien Euh, raison, ils auront bien raison. pour Yachvili, énorme joueur, dans une énorme période du Biarritz Olympique. Ces joueurs-là, à chaque fois, c'est de l'aura. Et oui, en effet, ce joueur-là est extrêmement complet. Maintenant, de là à mettre sa capacité de beauté dans la qualité d'un numéro 9, moi, ça me dérange parce que ce n'est pas obligatoire. Certes, c'est un plus. Et si on élit les meilleurs, entre guillemets, bah forcément, on va aller sur des détails. Moi, je préfère des détails de titres ou des détails de sélection, de campagne, on va dire, avec la sélection, plutôt que cette qualité-là, qui certes est très importante dans un match. Mais moi, Yachvili, j'ai le sentiment d'un joueur qui temporise beaucoup par moment. Alors, sans doute que c'était utile, mais tu sais, le jeu du Biarritz Olympique, c'était essentiellement une grosse défense. Et du coup, être Au paquet, excellent numéro au paquet 9, d'avant. un excellent numéro 9 dans un jeu d'ultra défense, c'est dur. Une très bonne défense, plutôt une défense on va dire une défense offensive. Je ne sais pas si c'est complètement Agressive. con de dire ça, mais Si, non, voilà, ça a du agressive sens, un peu. ça a du sens. C'est voilà, une défense qui va chercher les ballons et qui accule ses adversaires. Voilà. Donc en gros, un 9 qui est un énorme leader de pack, mais qui n'est pas un super créateur pour moi, si je peux me permettre. Ben, Bah, après, moi, je rejoins un peu Alex parce que j'ai mis deuxième, tu vois, dans mon top 5. Si on va chercher sur des détails, comme tu disais, Émeric, sur le plan plus international, c'est quand même le quatrième meilleur réalisateur de l'histoire du 15 de France. J'ai vu avec 304 points marqués. Donc, ça montre qu'il a quand même une certaine aura aussi en équipe de France, même si c'était peut-être pas l'équipe de France la plus flamboyante en termes de French flair et tout. Qui fait quand même une finale de 2011, hein, en 2011. et puis c'est une finale de Non, en 2011. 2011. 2011, le niveau qu'a atteint Dimitri Yachvili en 2011, il est absolument démentiel. Parce que la charnière, c'est pareil à Yachvili, si je ne me trompe pas. Ouais, par indice Ouais, par indice. sur la finale. On est d'accord que en termes de Coupe du Monde de demi-mêlée, la Coupe du Monde de Yachvili est un modèle du genre. Il est monstrueux dans tous les matchs, il est Moi je suis d'accord, 100%. absolument indiscutable. Et je ne sais pas s'il y a un demi-mêlée.
Para est bien, hein. Sur une Coupe du Ouais, Monde. mais il glisse 10 du coup. Parce que Yashvili, il est indéboulonnable. Ben, Yashvili, je... c'est quand même, les gars, 2304 points en top 14. 2304 points. C'est quand même colossal. Ça montre à quel point aussi il était fort au pied. Et moi, alors, c'est un argument qui est sûrement bidon. Je peux le concevoir. Mais tu vois, si j'avais rêvé d'être un demi de mêlée, j'aurais rêvé d'être Yashvili. Parce qu'en plus, il avait une élégance sur un terrain. Tu vois, toujours la tête en haut, toujours la tête haute. Tu vois, jamais dans l'aspect un peu. Tu vois, je l'ai jamais vu faire un mauvais geste, moi, Dimitri Yashvili. Ça a toujours été vraiment l'élégance quoi, sur un terrain. Hmm. Bah, d'ailleurs, c'est pour ça que médiatiquement aussi, la pub Petrolane, on s'en rappelle tous. Ah oui, ah bah C'est oui. quand même. Yashvili, c'est quand même le seul mec qui fait des pubs pour des cheveux qui a la même coupe qu'Emeric. C'est-à-dire, alors, C'est-à-dire une coupe de Playmobil. je tiens à te dire que je mets du pétrolane également, mais j'ai gagné aucun oseille. Non, mais voilà, médiatiquement, Yashvili, c'était un mec incroyable. Et voilà pourquoi Emeric aujourd'hui met du pétrolate. C'est parce qu'il a vu qu'avec des cheveux tels que ceux de Yashvili, on pouvait en faire quelque chose Si on, voilà, si on de va sur le, si on va sur visible. les cheveux, Les coiffeurs sont morts. c'est pas directement sur toi, mais genre Galtier, il a des arguments aussi, hein. Ah ouais, c'est vrai, c'était compliqué, c'était compliqué. Mais c'est vrai que Dimitri Yashvili, c'était la beauté même et l'élégance. Et c'est ça qu'il a peut-être en plus des autres. C'était l'élégance. Maintenant, c'est vrai on ne demande pas forcément ça à un demi-mêlée, mais c'est une flèche en plus à un arc de demi-mêlée. Et franchement, tu parles de Yashvili, mais alors moi, j'ai mis Galtier en premier. Derrière, j'ai énormément de mal de faire la part des choses entre Yashvili et Barbizier. Je trouve que les deux se valent largement, je l'expliquerai plus tard. Mais pour rester sur ce jeu au pied, est-ce que oui ou non, un demi-mêlée doit avoir un bon jeu au pied? Ça peut faire la différence. Mais Jean-Baptiste Elissal, par exemple, avait un jeu au pied qui était excellent. C'est un mec qui butait. Et dans ce domaine-là, je ne Qui suis était, pas sûr qui était capable de jouer 10, beaucoup qu'il était plus capable de jouer que 10. Et Yashvili le faisait. franchement, je ne suis pas certain. En tout cas, je pense que Jean-Baptiste Elissal se rapproche pas loin du jeu au pied de Yajili. Yajili était sûrement meilleur, mais Jean-Baptiste Elissal, par exemple, c'est pas un mec à qui on prend en compte son jeu au pied. C'est un mec qui avait un jeu au pied incroyable. Et je Ah, trouve moi, que je le prends en compte. Hein. Le Yajili, drop qu'il a mis contre Toulouse avec La Rochelle au début des années 2000, je m'en souviendrai longtemps aussi. Hein. ou celui qui met contre les Blacks après l'essai de Josion, quand on bat les Blacks en quart de finale, par exemple, c'est lui qui a les couilles quand Boxy sort de prendre une transformation qui est un peu sur la gauche et qui n'est pas forcément facile à TP. Ben, est-ce que pour toi, c'est un argument de ce jeu au pied? Est-ce que pour toi, c'est un truc important? Ben oui, de toute façon, on est obligé de tout prendre en compte. Si Ashvili avait un moins bon jeu au pied, est-ce qu'on le mettrait aussi fort aussi dans cette hiérarchie des neufs? Il y en a qui ont certaines qualités, d'autres en ont d'autres. Par exemple, on parlait de Galtier, du fait qu'il était un peu plus dynamiteur. C'est vrai que je rejoins Alex sur le fait que Yashvili a peut-être pas forcément cette qualité d'être vif, d'essayer d'être un peu plus filou, mais il jouait juste et le fait d'avoir un jeu au pied, c'est forcément un plus. C'est forcément un plus dans ces cas-là. Un neuf qui est capable de buter, ça fait toujours du bien dans une équipe. C'est peut-être pour ça aussi que quand Yashvili est rentré sur ce match à La Rochelle, tout le monde l'a regardé aussi peut-être. Hmm. Parce il s'attendait à ce qu'il puisse changer le match tout simplement et peut-être par son jeu au pied, que ce soit un jeu au pied de précision ou un jeu au pied au but. Aymeric, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur Yajuli? Moi, je trouve qu'on parle essentiellement de son jeu au pied, quoi. Et un 9, c'est une gestion de match. Et du coup, je suis allé vérifier. Pendant la Coupe du Monde 2011, du coup, on joue. Tu sais, bah, il y a vraiment qui lâche un peu le groupe. Enfin, ou le groupe lâche vraiment, je ne sais pas Ouais, comment le plutôt, ouais, dire. je crois. Et Plutôt, du coup, ouais. ça devient Yashvili Para. Et c'est Para qui botte en demi. C'est pas Yashvili. Donc, pour moi, là, il y a un joueur qui montre qu'il a un aura supérieur à un autre. Parce que moi, en deux, j'ai mis Para, j'ai pas mis Yashvili personnellement. Putain, bah alors là, ça m'intéresse. Morgan Parra, je t'avoue que moi, je l'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, J'ai 6. mis 3 moi. Donc, tu Ouais, pour vois, moi, je c'est suis, je suis plutôt scandaleux. d'accord, je suis plutôt d'accord avec toi. Il est quand même Bah très, oui. très fort. Je l'ai mis 5, je l'ai mis juste derrière Jean-Baptiste Elissal, moi. Je l'ai mis cinquième. Ah, Alors, mais bah, pour c'est moi, super c'est. intéressant du coup, parce que Morgan Parra, c'est quand même un mec qui aujourd'hui, malheureusement, n'est pas rentré dans le cœur des Français, n'a pas imprimé véritablement son nom dans la légende du 15 de France. Alors, pourquoi est-ce que tu mets Morgan Parra si haut dans la hiérarchie? En,
en fait, il n'a pas de titre. C'est ça le problème. Mais le gars a fait 8 tournois. Il a fait 2 Coupes du Monde, je crois. Enfin, ça reste une icône. C'est le plus capé des, certes, demi-mêlée parce que c'est son poste, même si, honnêtement, le match le plus kiffant de Morgan Parra, ça reste cette finale de 2011. On se fait voler. Ça reste ce match-là où le gars sort avec les 2 arcades explosées, mais parce qu'il a joué 10 et qu'il a été ciblé. Mais ça reste un énorme joueur. Je pense qu'en termes de matchs, en nombre de matchs, en nombre d'émotions procurées, euh, moi, Morgan Parra, il me revenait directement en tête, tu vois. Je Ouais, pense mais que tu le Galtier rapproches est une pas. icône, mais Morgan Parra, il est forcément dans notre conscience collective et il est gigantesque. Et Il est c'est le neuf gigantesque. de Clermont depuis des millénaires. Donc, il a connu forcément cette période de Clermont très délicate où c'est le finaliste, c'est le Poulidor. Et aussi, il a réussi à basculer et à faire de Clermont, parce que je suis désolé, c'est le leader de Clermont, à faire de Clermont une équipe qui gagne. Et ça, c'est exceptionnel, quoi. Et moi, je me souviens de son tournoi en 2010. Donc, ça faisait, je crois, quelques mois qu'il était à Clermont. Il venait de Le tournoi Bourg-en. 2010 le tournoi 2010 qu'on gagne d'ailleurs, pour Il rappel. est Grand chelem. extraordinaire. Il est extraordinaire dans ce Grand Chelem en 2010. Il s'affirme. Il est vraiment très, très impressionnant. Moi, je trouve que je suis d'accord avec Emeric. Je trouve qu'il n'a pas eu la carrière internationale qu'il méritait d'avoir, vraiment. Euh, et tu vois, pour moi, c'est l'archétype du neuf teigneux. Tu vois, pour moi, Yachvili et Parra, c'est 2 joueurs très, très, très différents. Et Ouais. dans l'attitude déjà. Et Parra, c'est le neuf teigneux par excellence. Je crois qu'il l'appelait le mioche à Clermont. Parce que c'est vraiment ça, tu vois. Et quand il a débarqué à Clermont, le gars, il a 20 ans et il arrive, il dit J'avais c'est le moi le merdeux patron, aussi quoi. comme surnom. Ouais. Le merdeux, pardon. T'as raison, c'est ça, c'est le merdeux. Je crois que c'est Thibaut Privat qui l'avait appelé comme ça. Et c'est un joueur incroyable. Il est d'ailleurs toujours en exercice, mais il n'a pas eu la carrière internationale qu'il méritait. Mais est-ce que C'est c'était beau la uniquement... valeur humaine, pardon. Non, mais est-ce que Et, c'était uniquement par rapport à lui, quoi? Ou par rapport à cette période moribonde pendant 10 ans du 15 de France, qui ne savait plus vraiment où il allait? C'est vrai, moi, enfin, je vous rejoins là-dessus. Il aurait mérité mieux. Maintenant, voilà, mais non, mais il en fait partie de cette équipe-là. on peut Et pas le. il a tiré On- plusieurs fois la sonnette d'alarme. D'ailleurs, dernièrement, juste avant que Galtier prenne les rênes, il a dit l'équipe de France ne marche pas assez. Mais il n'a pas su quand même mobiliser autour de lui, créer un groupe. Et quoi qu'on en dise, il y a bien une raison pour laquelle Morgan Parra n'est pas considéré plus haut dans le cœur des Français et qu'il n'est pas avancé par personne. Vous avez vu, on l'a fait le sondage sur Twitter, on l'a fait, personne, zéro personne n'a cité Morgan Parra. Zéro. Alors, je suis d'accord, c'est pas normal, mais maintenant, il y a bien une raison. Et ça peut pas être uniquement la faute des autres. Mais Je c'est pense le que c'est parce joueur qu'il est le en plus. exercice aussi. C'est le gars le plus sous-coté. C'est le demi-mêlée le plus sous-coté. C'est le demi-mêlée le plus capé en EDF. Déjà, rien que ça, c'est exceptionnel. Tu parlais de la longévité de Galtier, ou je ne sais plus qui en parlait, mais ce gars-là, c'est exceptionnel. Sa carrière de rugby est Non, je suis pas. folle. Ouais, mais je suis pas Et, d'accord parce que et sur le nombre de caps, tu peux pas comparer les deux. Galtier, il avait une concurrence qui était monstrueuse pendant 4 ans. Il a eu d'ailleurs du Jean-Baptiste Elissal, il a eu du Yachvili, il a eu du Mignoni. Parra, il a quand même eu des demi-mêlées qui étaient beaucoup moins impactants. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a naturalisé des parce qu'il a demi-mêlées mis tout comme le monde Rory à Coppel, l'amende. comme Toulouse Bord. Non, mais c'était pas des joueurs qui avaient des talents de la même. Il De était la au-dessus, il a même- fermé les portes. Il n'y avait même pas d'éclosion possible. C'est ça le truc qui est exceptionnel. Moi, je Alors, suis assez d'accord avec ça. et lui aussi bottait. Hein. À un moment donné, on parlait de ouais, Ah oui, Yachvili, il oui. botte Butait, ouais, beaucoup. ouais, bien sûr. Para aussi, il 1800 butait. Et points. il butait très bien. Hein. 1800 points en top 14. Ouais, 1800 points, faut les mettre quand même. Hein. C'est incroyable. Non, non, mais pour Ah, moi, le seul tort de Parra, c'est d'avoir été dans une équipe de France qui marchait pas bien. C'est tout. Et on peut Et pas lui aussi, mettre sur le dos. C'est les et aussi, sélectionneurs à un moment donné. bien sûr, et il y a aussi le revers de son caractère, c'est que c'est facile de le détester aussi. Parce que quand tu joues contre lui, quand tu aimes une équipe qui joue contre Morgan Parra, bah tu l'aimes pas, Morgan Parra. Parce que ça reste quand même un merdeux, quoi, comme son surnom l'indique, affectueusement, mais c'est un joueur chiant à jouer. Et c'est pour ça, il fait pas l'unanimité. Mais Galtier ne faisait pas du tout l'unanimité chez les adversaires non plus. Et tu vois, je serais pas étonné de voir Parra, je sais pas s'il imagine le faire, mais avoir une carrière d'entraîneur. Hein. Parce que pour le coup, c'est quelqu'un qui comprend le rugby. Ah, il est Yann, très très intelligent, très Après, malin. pour Parra, on verra aussi dans 10 ans, quand justement il aura fini sa carrière, voir vraiment l'empreinte qu'il a laissée. Parce que ce que je voulais dire, c'est ce que disait un peu Alex. C'est-à-dire qu'il est tombé dans une génération de France qui ne gagnait pas, qui ne performait pas.
Donc, il a pas eu l'équipe de France, enfin, au-delà, enfin, il y est pour quelque chose aussi, mais il n'a pas eu ce côté équipe de France dominatrice. À part 2010 et 2011, derrière, il y a eu un trou noir de quasiment 8 ans. Et le problème, c'est que c'était le 9 indiscutable d'une équipe qui gagnait pas. En équipe de France, en tout cas. Oui, après qu'il gagnait Ouais, pas, enfin, qui a quand même gagné en l'équipe de France, à un 2010. moment donné, Mais qui a quand c'est même, pas les All Blacks, quoi. Non, mais entre 2012, ce que je veux dire, c'est qu'à oui, à voilà. partir de la défaite en finale de Coupe du Monde Ouais. jusqu'à la Coupe du Monde 2019, c'est une équipe de France qui gagne pas trop. Et on le voit, on fait un quart de finale en 2015, mais on prend 70 points contre les Blacks. Hmm. Parce on a plus ce niveau-là. Et puis c'est un capitaine aussi. Tu vois, pour le coup, c'est un vrai capitaine. Comme Galtier a été capitaine, comme Yashvili a été capitaine. J'ai eu énormément de mal pour revenir à Morgan Parra, j'avoue, c'était super intéressant. Je ne pensais pas que vous le portiez aussi haut dans la hiérarchie, mais vous avez totalement raison. Moi, je ne le voyais pas aussi bas dans le cœur des Français, notamment dans le cœur de nos suiveurs sur Twitter. Personne ne l'a défendu sur les réseaux sociaux et même globalement, je trouve qu'on lui manque un peu de respect et qu'il mériterait beaucoup plus de respect. Ça, on est entièrement d'accord. Est-ce que c'est pas son caractère aussi, justement, Bah, il en a qui parlé un fait peu, que, c'est vrai, et moi, Aymeric je en pense a un que peu ça parlé. joue. Est-ce que c'est pas aussi une époque où on aimait bien détester Clermont, quoi, tu vois? Je sais qu'il y a Ouais. les, En il y a tout les cas, on Jaunards aimait bien. Army En tout qui cas, aiment bien se plaindre. on aimait bien se foutre de la gueule de Clermont. Les autres que les Clermontois adoraient ça, le loser français. On est dans la génération de la Fédération française de la loose et Clermont a été visé, visé, visé. Et Morgan Parra, en tant que cadre de Clermont, que capitaine, a été visé, visé, visé encore et encore. Et c'est vrai qu'il a énormément pâti de ça. Bah, ça, on est d'accord, entièrement, à 100%. Il y a deux hommes, pour revenir sur Dimitri Yachvili, Pierre Berbizier, j'ai été incapable de les différencier. Incapable. Ils ont des qualités tous Ça, les deux. pardon? En fait, moi, j'ai mis Fabien Galtier en Berbizier. premier. J'ai mis Fabien Galtier en premier. Et derrière, j'ai mis Dimitri Yachvili ou Pierre Berbizier. Et je me suis posé la question, j'ai retourné le problème dans tous les sens. Et alors, avec toutes les qualités qu'on a avancées pour Dimitri Yachvili, personnellement, Pierre Berbizier, incontesté, durant plus de 10 ans. Ouais. Alors, c'est vrai que Jacques Fourou il a été son mentor, il l'a protégé, etc. Mais Berbizier, pour moi, c'est un monstre. C'est 10 tournois entre 80 et 91. Pareil, on parle de longévité. Lui, la longévité, il l'a vu en long, en large et en travers. C'est lui qui a inventé la définition, je pense. Voilà, c'était incroyable. Alors, Yachvili a un jeu au pied, mais Berbizier, lui, il savait finir les actions. Et ça, c'est un domaine dans lequel Yachvili a une énorme faiblesse. Il finissait très peu les actions, contrairement à des Galtier, à des Berbizier. C'est des mecs qui marquaient des essais, ça. Et quand tu sais marquer des essais, quand même une flèche qui était très importante à apporter à ton marque, notamment en 87, en finale, il marque et il sauve l'honneur des Français en 87 en finale. Et Pierre Berbizier, c'est ça, c'est un mec qui a été capable de marquer des essais et de marquer son empreinte sur les feuilles de match. Et il y a un truc que disait Pierre Villepreux, je l'ai noté, qui disait à l'époque, nous n'étions pas professionnels, mais lui se comportait déjà comme tel, il avait un souci du détail, c'était un précurseur du rugby d'aujourd'hui. Et Pierre Villepreux, avec le bagou qu'on lui connaît, s'il dit ça, c'est pas pour rien. Pierre Berbizier a été le premier professionnel du rugby. Et quand on sait qu'il n'y avait Rugby même pas de français, Coupe du peut-être, Monde. hein. Oui. Bah oui, après oui, Oui. à cette époque-là, on connaît particulièrement le rugby français, mais Pierre Berbizier, je ne vois pas comment le différencier de Dimitri Yachvili. Et par contre, je me rends compte qu'il y a un certain désamour autour de lui. Je sais pas, il y en a Bah, peu qui aiment parce que aimer Pierre pareil, Berbizier. pas pareil, C'est un gros. énorme Quel connard. caractère. Non, mais c'est un caractère particulier quand même, Pierre Bizier. C'est un caractère quand même très compliqué aussi. L'homme de Quelqu'un fer, on qui. l'appelle. Ouais, alors moi déjà, s'il y a un truc que je peux juger, c'est que Yachvili est meilleur consultant. Enfin, consultant à la télévision en tant que commentateur. Ouais, Sincèrement. Parce que Pierre Berbizier, c'est pas trop son point fort. Mais Berbizier, c'est pareil, c'est un caractère tellement délicat. Il a froissé aussi beaucoup de monde. Je me rappelle de l'époque au Racing 92 où je crois que les joueurs quand même le mettent un peu dehors, hein, quand il est entraîneur et que c'est Quesada qui reprend l'équipe en main. Donc quand même, il se passait des trucs autour de Berbizier qui sont, voilà, c'est un joueur de poigne, c'est un entraîneur de poigne et c'est ce qui peut-être pour moi le dessert un petit peu. mais ok, mais ça c'est le caractère, le désamour. Ok, moi je l'explique aussi comme ça. Mais qu'est-ce qui fait pour toi, Ben ou Emeric, qu'est-ce qui fait que Pierre Berbizier est en dessous d'Yachvili, par exemple, ou en dessous de Morgan Parra même? Pour moi, le niveau. Alors là, je vais me faire taper dessus. Mais Ah ouais, par moi le premier. ouais, mais le niveau auquel on jouait
les Fourou, Astre et Berbizier, c'est pas encore l'ère professionnelle, comme tu le dis, c'est peut-être le premier joueur qui se professionnalise. Et nécessairement, je suis désolé, mais si on prend la qualité intrinsèque des joueurs, tu n'avais pas le même niveau. Et je sais qu'il y a vraiment les amateurs du c'était mieux avant. Non, avant, on jouait avec des ballons en cuir et il y avait des clous à la place des crampons. Donc non, c'était pas mieux avant, les gars. Non, C'est mais un, il y a deux, c'était mieux avant, Emmerich. Il y a le ah, c'était mais mieux avant ça. il y a l'époque noir et blanc et Voilà. Non, Berbizier, on mais commence à avoir la couleur, je suis d'accord. ouais, mais quand tu regardes des matchs de. Tu peux pas regarder des matchs de Jacques Quand, Fourou, quand tu... Richard Astre, Non, ça, je suis d'accord. C'est une époque qui est compliquée et on va en parler après. il n'y avait Maintenant, il y avait pas de télé. mais mais Pierre Berbizier, on en a des matchs. On a Oui, vu comment il jouait. Et je suis désolé, ses passes, elles étaient aussi belles que celles de Morgan Parra. Et je trouve que c'est encore plus non. compliqué et c'est plus méritant d'être fort. Ou en plus méritant. Je ne sais pas si c'est le terme du mérite, il est très compliqué. Mais c'est largement un niveau international. Et surtout, tu ne peux pas lui en vouloir d'avoir joué à son époque. Et tu ne peux pas le mettre derrière un Dimitriashvili, Yashvili, par Para. exemple, juste parce qu'il a joué en 80. C'est quand même Pierre Berbizier, c'est 81, Mais 91. C'est pas non plus le temps moyenâgeux où on oui, jouait avec des cailloux. mais moi j'y peux rien. Je vais redire ce que je dis. Si on en parle là, c'est que ce sont des très bons joueurs de rugby, tu vois. Pierre Berbizier, je suis désolé. Moi, bien évidemment, j'ai commencé le rugby à 5 ans, tu vois. Donc, à partir de 91, j'avais un ballon dans les mains. Donc, bien évidemment, tu t'intéresses. On t'offre des bouquins sur le rugby parce que tu démarres le rugby. Donc, oui, Berbizier, j'ai vu des matchs. Oui, la Coupe du Monde 87, j'ai vu des matchs. Donc, oui, forcément, tu vois le niveau du gars. Euh, donc, ce gars-là est un très bon joueur de rugby. Maintenant, si je compare avec le niveau qu'on peut voir aujourd'hui et ce qu'on demande à des numéros 9, et surtout l'opposition qu'ils ont, je suis désolé, on parlait de concurrence tout à l'heure, on m'a dit, ouais, mais para, la longévité, c'est parce qu'il n'y avait pas de concurrence. Mais ça, tu peux le dire alors à beaucoup de joueurs. C'est ça qui est catastrophique, dont Berbizier. Et moi, je te Ouais, redirai je la suis même d'accord. chose. C'est juste qu'à cette époque-là, c'était le meilleur. Et il a fermé la concurrence, tu vois. Donc, sauf qu'à l'époque, la Il concurrence, n'a pas il y totalement a... fermé la concurrence parce qu'après, un Jérôme Gallion, par exemple, qui était Ouais, dans sa génération, le Toulonnais, qui lui a été un vrai précurseur du poste, qui a été, bon, il n'était pas buteur, mais il était finisseur aussi. C'est un mec qui s'est marqué énormément d'essais, qui a énormément de sélections, quand même, il en compte 27. Et quand on Ouais, mais regarde tu vois, dans cette période-là, moi, les années 80, je vois Galion et Berbizier. Tu vois? Je trouve que peut-être il y avait un manque de concurrence. Alors peut-être qu'ils étaient tellement supérieurs que du coup, on la voyait pas la concurrence. Mais c'est peut-être la différence pour moi de période du coup avec celle de Yashvili où pour le coup il y avait pléthore de grands joueurs, tu vois. Ouais, mais Il y avait Galtier, il y avait Mignoni, il y avait Lissal, il y avait Para, tu vois, il y avait pléthore de joueurs de très très haut niveau. Là où peut-être Berbizier c'était moins le cas, ouais, je mais du pense. coup, par an, si on regarde en termes de concurrence, les années du coup 2012-2015, il était seul aussi quasiment. Parce que Machno, enfin, selon moi, Machno avait quand même un niveau largement inférieur et était le numéro 2 du poste au final. Oui, oui, Machno, non, mais je pense Machno, que ce c'est un sera argument intéressant qui de peut parler se. de lui, effectivement. Machno, ce sera très intéressant de parler de lui parce que lui aussi a des qualités à faire valoir, mais c'est pas un mec qui a été très, très aimé. Alors, tu fais l'amour, pourquoi, Alex? Pour Maxime Machno, bah, on je va l'ai pas peut-être mis pas dans en mon parler top. tout de suite. Ouais. Bah non, mais par exemple, Maxime Machno, c'est un demi de mêlée qui a un jeu au pied qui est excellent. Ouais, mais arrêtons avec le jeu au pied, les gars. Bah non, mais moi, Ouais, mais ça joue. Arrêtons. non, mais moi, je prends cet Mais ça Ça joue argument joue. parce rien que, du tout, les gars. On Ben parle de si, c'est demi-mêlée, on important. parle pas de botteur. mais je prends Putain, cet sinon il Ouais, mais fallait argument. ça en faire le fait meilleur partie. botteur de l'histoire. Et on prend Non, non. Wilkinson et c'est fini. Et Non du mais coup, honnêtement, les gars. Non, mais sincèrement, pour le coup, tu vois, je disais tout à l'heure que Yashvili, son défaut, c'était peut-être la vitesse de ballon en main. Mais Maxime Machno, sa qualité, c'est sa passe et sa défense, quoi, c'est tout. Enfin, je sais pas contre lui, hein. C'est un très, très, très bon joueur de rugby. Mais dans le rang des meilleurs de l'histoire de l'équipe de France, enfin, du rugby français, il n'est Non, pas dans le top 10. non, mais il est dans un top 20. Moi, Ouais, pour voilà. moi, il est dans la case surcotée. Ah, t'es peut-être pas jusque-là, mais il est entre 15 et 20 pour moi, tu vois. Moi, il est dans la case à confirmer, mais n'a jamais confirmé, tu vois. Ah, il a été c'est barré vrai. par Para aussi, Et il était barré par tout le monde. du coup. Il Après, était barré par, il a toujours été barré par quelqu'un Après, en équipe de il a France. été barré parce qu'il était certainement inférieur aussi à Para. Ah oui, Oui, bien en sûr. plus, il avait des qualités qui étaient
Oui, si, globalement similaire à Parra, c'est un demi-mêlée qui bute tout simplement. Donc, en Ouais, termes de profil, beaucoup plus costaud. Beaucoup plus oui, mais costaud. beaucoup plus costaud, mais en termes de profil de jeu, et quand tu as un entraîneur et que tu veux mettre un système de jeu en place, que tu vas chercher Parra ou Machno, tu sais que les deux peuvent buter, qu'ils ont une bonne passe des deux côtés. Oui, Et mais que, Parra met plus de vitesse quand même pour moi que Machno. Non, mais Parra, il sent 1000 fois plus le jeu que Machno, les gars. À un moment donné, je veux dire, faut avoir. Enfin, on a été abreuvé de matchs. Machno, bon leader, etc. Je veux dire, ça fait pas tâche de parler de lui dans ce, dans non, cette mais vidéo. c'est dans les meilleurs Maintenant, 10. C'est un top 20, c'est un comparativement, top 20. ouais, là, il est dans le top 20, bien évidemment. Bien sûr qu'il est dans le top 20. Alors, il y a un joueur dont on a un peu moins parlé depuis tout à l'heure, c'est Jean-Baptiste Elissalde. Jean-Baptiste Elissalde, qui peut se caler facilement dans pas mal de top 10. Moi, je le mets même dans un top 5 parce que je trouve que techniquement, c'est peut-être un des meilleurs demi de mêlée de l'histoire. Ses passes, par exemple, c'était du velours. Il avait une capacité à faire jouer les autres. Il faisait partie du Toulouse qui a gagné, regagné, qui a été 2 fois champion de France, qui a été une fois champion d'Europe aussi. Euh, je ne comprends pas pourquoi un Jean-Baptiste Elissalde, par exemple, et si on met typiquement Emeric le jeu au pied de côté, pourquoi il est S'il te si haut plaît, par oui. rapport à Yachvili? Parce que Elissalde, lui, a été très bon pendant 15 ans, là où Mais Yachvili barré par Yachvili. a été globalement inconstant. Bah, Yachvili oui, inconstant. non, ben, non, non, Toute sa carrière, il a été comme ça, Yachvili. Toujours plat. Il a jamais, non, il a non, une non, je suis constance pas d'accord. exceptionnelle. Non, je suis pas Yachvili, il a d'accord. jamais été mauvais. Sincèrement, il a pas eu Non, des bah non, fulgurances comme a eu Galtier, mais il a toujours été plat, quoi. il y a une Il a, différence entre ne Ouais, pas il a être été mauvais. régulier. il a toujours été régulier pour moi. C'est le joueur régulier par excellence. Là où Elisal, pour le coup, je le trouvais un peu plus en dents de scie. Et surtout, pour moi, le problème, le seul, d'ailleurs, problème d'Elisal, et je parle, tu vois, j'ai le maillot que j'ai, quoi. Tu vois, c'est un gars qui vient de cette maison-là. Euh, il a les défauts de ses qualités, c'est-à-dire que c'est un joueur très dynamique avec une qualité de passe incroyable. Par contre, sur la gestion des temps faibles, je le trouve inférieur à Galtier ou à Yachvili ou même à Parra. Et j'ai À vérifié, Parra, je sais pas. j'ai vérifié un Yachvili, il n'est truc. pas à la Coupe du Monde 2007, par exemple. Hein. C'est un mec qui s'est fait sauter à la Coupe du Monde 2016. Donc moi, quand je parle d'inconstance et quand je parle 2007. d'un Elissalde 2007, pardon, je trouve quand même que Elissalde a ce problème-là de pas faire de pub pétrolane, en fait, pour être clair. Ouais, mais Ah, alors, moi, je suis allé voir. Bah, en fait, il y a débat au niveau du palmarès aussi, tu vois. Parce que Elisal, c'est trois Coupes d'Europe. Quand même. Enfin, Trois moi, coups. je vois Ouais, 2003, 2005, 2010 avec le Stade Toulousain. C'est quand même respectable, tu vois. Il a Et gagné face, 3 des alors 4 que Coupes d'Europe de hein, Toulouse. Il a gagné 3 des 4 Coupes d'Europe de Toulouse. c'est quand même un monstre, quoi. Tu vois, il fait partie de l'épopée, tu vois. Donc ça reste quelqu'un de solide. Mais Yachvili, moi, j'avais ça en tête, mais j'ai vérifié. Il a été champion d'Angleterre. Il a eu quand même les couilles de bouger, tu vois. Et ça Avant aussi, c'est d'aller à respectable Biarritz. dans Ouais. une carrière. eh oui. Mm. Donc c'est pour Eh oui. ça que, tu vois, moi, je mets quand même Yachvili devant, perso. Mais Jean-Baptiste Elissal, pas loin. il y a un Après, joueur. Yachvili, il a bougé avant de se faire un nom quand même. Hein. Parce que c'était avant son épopée Biarritz qu'il a bougé à Gloucester. Ouais, Et c'est parce que justement, il fait une grosse saison avec Gloucester qu'il va à Biarritz. exact. Exact, Ben. Il y a un joueur, on a parlé pas mal. Voilà, on voit que c'est un peu compliqué quand même de départager Berbizier, Elissalde, tous ces joueurs-là, notamment aussi parce qu'ils ne font pas partie de la même génération. Mais il y a un joueur qui revient souvent dans ce débat-là, c'est Philippe Carbonneau. Ah ouais, je savais que tu allais dire. Qu'est-ce que Normal. vous en pensez, les gars, de Philippe Carbonneau? Moi, j'en ai un souvenir petit, tu vois. Mais ce nom-là, eh ben, je sais pas, ce joueur-là, cette gueule, euh, représentait le poste pendant très longtemps dans ma tête. Donc ouais, c'est une évidence qu'il soit dans ce classement. Maintenant, je pense qu'il y a aussi l'affect de chacun qui rentre en compte. Hein, c'est une évidence. De toute manière, c'est un classement entre nous. Donc tout le monde peut avoir des avis différents. Mais c'est vrai que Carbonneau, tu as envie de le mettre facilement dans le top 5, tu vois. Parce que c'est un gars qui, pour moi, représentait le poste à une certaine époque. Le côté gueulard, le côté artiste, tacticien, tu vois. Euh, le côté tu pars à la guerre avec lui, là, il n'y a pas de souci. Je pense que tu vas sans aucun problème. Et ouais, voilà, moi, les qualités du poste. C'était techniquement quelqu'un de très, très bon.
Et c'était, je pense, en termes de humain, on va dire, en termes de leader, quelqu'un qui pouvait te faire te surélever te faire jouer à 200%, te faire jouer à 130%, tu vois, te donner un supplément d'âme. Donc c'est pour ça que ce gars-là a pour moi représenté le poste. Donc je trouve que c'est quelqu'un qui doit faire partie du top 5. Et C'est c'est quelqu'un quelqu'un, d'ultra complet aussi, pour moi. et il a su faire évoluer son jeu. Enfin, j'avais noté un truc. Les journaux britanniques avant le trouvaient trouvaient qu'il était facilement déstabilisable. Et il a su justement évoluer là-dedans pour devenir quelqu'un de plus gueulard. Et au final, c'est lui qui a fini par déstabiliser les équipes anglo-saxonnes, alors qu'il était jugé comme quelqu'un qui était facile à agacer, qu'on pouvait faire sortir du match. Et au final, il a su apprendre sur lui-même et devenir quelqu'un, enfin presque un modèle en fait. Et Donc ce qui est incroyable, on est d'accord qu'il rassemble quand même énormément de qualités, Carbonneau là. Déjà, c'est ah, mais difficile de prendre la suite de Berbizier parce que Carbonneau, pour ceux qui ne savent pas, c'est 90-2000 en gros, c'est les années 90. Ouais, C'est un 91, mec je pense. qui est leader né, qui a une vision du jeu exceptionnelle, qui a été 3 fois champion de France. Alors maintenant, ce qui me gêne un peu avec Philippe Carbonneau, c'est que beaucoup ont mis en avant sa polyvalence. C'est qu'il fait presque la moitié de sa carrière comme centre. Et à Toulouse, oui, c'est un mec qui joue centre. Et oui. c'est ensuite, sur la suite de sa carrière, Enfin, oui, oui, il gagne beaucoup de titres en tant que centre, mais il a quand même aussi joué David Mêlée. Mais oui, oui, c'est vrai. bah, Il jouait 10 aussi. la plupart du temps, il ne jouait pas demi-mêlée en tout cas. Et, C'est ensuite et sur la pourtant, moi, je deuxième l'ai en partie de tête sa en tant que carrière. demi-mêlée. C'est ça qui est fou. Hein. C'est la deuxième partie de sa carrière. Après, peut-être que j'ai un souvenir qui n'est pas parfait sur la chronologie que je m'en fais et des matchs que j'ai regardé de lui parce que mais pour moi, il joue surtout centre à Toulouse. Et puis derrière, sur la deuxième partie de sa carrière, là, il se fixe et il est demi-mêlée. Et ça, c'est assez clair pour moi. Et c'est ce qui me gêne un peu avec Philippe Carbonneau. Et puis, le deuxième truc, c'est que malgré lui, son corps, malheureusement, n'a pas suivi. C'est que Bah, les Coupes du Monde, quoi. ce qui aurait dû être sa consécration, c'est-à-dire la Coupe du Monde 95, malheureusement, son corps n'a pas suivi et il n'y va pas. Et malheureusement, quand tu es un demi-mêlée, pour rentrer dans ce débat-là et avoir pesé sur l'histoire après 99 aussi, il se blesse. 87, Ouais. 99. Ouais, non, mais lui, il a vraiment pas eu de chance avec les Coupes du Monde. Et en effet, quand on en est à faire un classement, tu es obligé de pinailler sur ce genre de détails. Et bien évidemment, tu n'as pas joué de Coupe du Monde, bah mine de rien, ça te sort un peu du podium, quoi. maintenant, tu enlèves le palmarès. Tu regardes un joueur, tu regardes un match, Philippe Carbonneau est peut-être un des 3 joueurs sur le terrain qui va t'émerveiller. C'est le plus talentueux pour moi, plus talentueux que Elissalde. Pour moi, sincèrement. Moi, je Pareil, pense que zéro défaut, Carbonneau. Je veux dire, il est pas mis centre avec son 1m71 à Toulouse parce qu'il a un profil de 3 quarts centre. C'est parce qu'il est capable de tout faire. Il allait vite, il avait une passe incroyable, il fluidifiait le jeu à la toulousaine. Et tu vois, moi je me souviens, Guy Novès, il y a quelques années, avait sorti son 15 de légende. Tu vois, et c'est Guy Novès quand même, donc c'est le Stade toulousain. Et ben il a mis dans son œuvre de légende au Stade toulousain, c'est Carbonneau, alors qu'il le faisait jouer 13. Tu vois. Donc ça veut dire que pour lui, c'était un deuxième demi-mêlée sur le terrain. C'était quelqu'un qui était capable de conduire le jeu aussi, de venir au soutien, d'ouvrir de jeu, un vrai créateur de jeu, tu vois, le pur créateur de jeu pour moi. c'est-à-dire qu'il y en a qui jouent avec 2-10, Novès, il joue avec 2-9. C'est ça. C'est un peu l'esprit. Non, mais c'est l'idée du 5/8e presque, tu vois aussi. Ah, mais je suis d'accord. Et moi, en termes, tu vois, de qualité individuelle, moi, il me fait penser, c'est celui qui, je pense, se rapproche le plus. Alors, qui se rapproche de qui, on verra, de Dupont. Bah, ouais, je suis d'accord. Pour moi, il y a Fourou qui ressemble beaucoup à Dupont et Carbonneau aussi. Ouais. Carbonneau aussi. Parce que Dupont, c'est. Alors, nous, on l'a mis sur Bureau Oval dans le classement qu'on a demandé sur Twitter. Et on s'est fait engueuler parce que, certes, ce gars-là, on compare la carrière de personnes qui ont fini, du coup, leur carrière à quelqu'un qui est en plein boom et qui a 23 balais. Et du coup, forcément, pour beaucoup, c'est incomparable. Mais pour moi, si on prend juste la valeur intrinsèque du joueur et qu'on fait un bilan à ses 23 ans, Dupont, certes, n'a pas fini sa carrière. On lui souhaite le meilleur parce qu'on a envie de sacrément picoler devant des Coupes du Monde. Mais je pense que techniquement, si on prend juste la valeur joueur, il est exceptionnel et il peut rentrer dans ce classement. Ouais. Ah, c'est le meilleur. Pour moi, techniquement, c'est le meilleur.
À 23 ans, j'ai jamais. Moi, je le mets au-dessus de Galtier en termes de joueur pur. Sans problème. Voilà. En termes de joueur pur, je le mets au-dessus de non, Galtier. En termes de moi, je suis leader pas- d'homme, je le mets derrière. d'accord. Mais Alors, il moi, je a suis pas aucun défaut, Dupont. Tu vois, il a même pas, Non, non, mais- le défaut. mais Il pour a moi- aucun défaut. Mais pour moi, Galtier sur le terrain n'avait aucun défaut. Galtier, sur le terrain, en tant que demi-de-mêlée, il n'avait aucun défaut. C'était une passe parfaite, c'était une vision du jeu, c'était un mec qui crée, vous connaissez la triple menace au basket, et ben, lui, c'était la triple menace au rugby, c'était un mec qui pouvait partir au prêt, c'était un mec qui pouvait faire une sautée, c'était un mec qui pouvait donner à son ouvreur, c'était un mec qui pouvait, qui allait vite. Je le trouve moins dynamiteur que Dupont quand même. Ah non. Dans les Galtier, je sais, il mais était pour le coup, Galtier, il Non, était très, mais très non. dynamique. Non, mais les gars, et dynamité des défenses de quoi aussi? Mais Galtier, c'est le joueur qui a mis le plus. Bon, après, par rapport à Dupont, il a mis 4 essais, Dupont, pour le moment. Donc, c'est pas comparable en 24 sélections. Non, mais Galtier- on parle Galtier, vraiment c'est de la qualité du joueur. Oui, mais Non, même. Mais là, soyons pour terminer, sérieux. Galtier, c'est 12 essais en équipe de France. Oui, C'est mais 12 essais. Donc, tu peux question pas comparer les essais. Ouais, mais Dupont, il va tout 12 essais, éclater. c'est dommage. Dupont, il va les éclater, Non, ces mais 12 non, Non, essais, mais mec. Non, mais je sincèrement, suis pas d'accord. est-ce que tu penses, Joseph, Il a mis 4 que- essais que- en 24 sélections. Pourquoi il Non, mais- éclaterait tout d'un coup? Joseph, Mais est-ce parce que tu penses 24 sélections, sincèrement- il y en a que 10 où il est vraiment titulaire depuis pas longtemps. Il va tout Non. éclater. Il offre énormément d'essais. Non, mais il offre Galtier énormément n'était pas d'essais. titulaire Faut- tout à Non, mais il faudrait 100%. regarder le nombre de passes décisives. Bon, ça, c'est très compliqué dans le Ça, rugby, c'est le mais problème du trouver le rugby. nombre de passes décisives de Dupont, c'est incroyable. Juste, il faut Même juste se si poser c'est pas la cette dernière question. passe. C'est lui qui ouvre les brèches souvent. C'est aussi du rugby fiction. Mais sincèrement, s'il continue sur sa lancée, Dupont, est-ce qu'il ne sera pas le meilleur demi-mêlée de l'histoire du rugby Mais français? ça, je ne sais pas. Ça, pour le moment, on ne sait pas. Ça, On c'est ne sait pas, mais impossible. s'il continue comme ça, Non, enfin, par je contre- veux dire, s'il garde le niveau qu'il a actuellement, C'est-à-dire non, que mais bien voilà. évidemment qu'aujourd'hui, tu le mets pas dans le top 20, dans le tout ça, parce qu'il n'a pas fini sa carrière. On aujourd'hui, lui pour moi, souhaite c'est pas. le meilleur demi-mêlée du monde. Tu vois. Mais et en tout cas, je ne sais pas si c'est franco-français d'avoir dit ça, mais à la dernière Coupe du Monde ou au tournoi, bon, il y a Faf de Clercq qui est quand même pas dégueu, mais tu commences à te poser la question, est-ce que c'est pas le meilleur demi ou le meilleur joueur du monde? Enfin, il rentre Ouais. quand même dans ces stades-là, Non, ce je suis gars-là. d'accord. On se Et pose là- quand même cette question-là pour ce joueur de 23 balais. Donc là, nous, on fait un petit peu du média, Non, mais c'est vrai. du médium, etc. Mais ce joueur-là est exceptionnel et intrinsèquement, si tu prends juste la qualité joueur, il y a débat. Et c'est pour ça, je pense qu'on l'a mis dans le classement. Et il écrase la concurrence. Enfin, je veux dire, qui aujourd'hui, quel demi-mêlée aujourd'hui, et on est dans une génération de demi-mêlée Et en France. qui est- putain, la concurrence en ce moment. Ouais, Hein. on est dans une génération exceptionnelle de demi-mêlée. Je pense qu'on n'a jamais vu ça en France. Eh bien, il est au-dessus de tout le monde. Je veux dire, il n'y a aucun débat. C'est le meilleur joueur de l'équipe de France. C'est le meilleur joueur de France. C'est le meilleur demi-mêlée du monde. Il a le potentiel pour être multiple meilleur joueur du monde. Tu vois. Vous m'avez, j'avoue. Ouais, parce que là, il n'a même pas fini sa progression. en plus. Il a 23 ans. C'est-à-dire qu'il va être mature. Il va être à maturité à 28 ans, 29 ans. Et le mec a joué à Castres. Oh, t'imagines comment ça te forge ça? Il y a, Et en c'est plus, vrai que- c'est un gars super intelligent, super posé. Je veux dire, il n'a pas de défaut, quoi, tu vois. Moi, la seule crainte que j'ai pour un gars comme ça, c'est les blessures. Et je croise les doigts vraiment qu'il lui arrive rien, mais il est tellement exigeant Bah, physiquement. il s'est fait les Lui est Lui est croisés, déjà je arrivé. crois. Hein. Ouais, ouais. Putain, il est revenu, il est presque plus fort qu'avant. Hein. Et voilà, j'espère juste que ça ira, mais c'est en un fait, joueur. En fait, oui, vous m'avez convaincu avec l'argument aujourd'hui, il est potentiellement dans le débat des meilleurs joueurs du monde. Or, il y a des joueurs qu'on a cités qui n'ont jamais été dans ce débat-là. Maintenant, je ne le mets certainement pas dans les 3 premiers pour le moment. J'estime qu'il Non, grimpe. Non, Oui, mais non. je termine. J'estime qu'il grimpe dans la hiérarchie, c'est-à-dire qu'il est au-dessus de Machno, il est au-dessus de Akochever, il est au-dessus d'un Aubin Weber, il est au-dessus d'un Jérôme Gallion, il est Attention. au-dessus d'un Pierre Mignoni. Ouais, je suis Mais d'accord. pour le moment, je laisse Para, Elissalde, Berbizier, Yajvili et Galtier au-dessus parce que ces mecs-là ont accompli des choses. Et pour dépasser ces mecs-là, il faudra que Dupont accomplisse des choses. Pour le moment, Je mets Dupont. encore Weber au-dessus, moi, quand même. Mais bon. Ouais, mais voilà, mais pour le moment, Dupont, il Bah, n'a il pas est encore jeune gagné encore, la Coupe du Dupont. Monde. Il n'a pas encore fait de finale de Coupe du Monde, parce qu'il faut encore attendre du temps et qu'il y participe. Il a Mais pas encore... s'il gagne une Coupe du Monde, Il n'a Ah pas bah, il y aura encore plus de gagné débat. le tournoi. Mais là, Terminé. c'est du si. Donc, pour qu'il grimpe dans cette hiérarchie des meilleurs demi de mêlée français, il faudra attendre. Mais dire qu'il ne fait pas partie du débat, je trouve ça débile parce que moi, par exemple, je le mets entre 6 et 7e, par exemple, par rapport à un Jérôme Gallion. Moi, je l'entends. Moi, je le comprends. ouais. Moi, je suis d'accord Moi, avec Moi, toi. je modère mes propos, c'est vrai, Joseph. Tu as raison, mais il y a un truc. Il n'a pas encore eu le brassard.
j'ai envie de voir leader, tu Il ne vois, le sur sera un jamais. terrain. Mais enfin, Ah, je, bah, leader technique, il l'est déjà. oui. Mais Et est-ce qu'il puis, sera leader vocal? Est-ce qu'il sera leader, tu vois, il l'est dans pas en l'aura? club. Il l'est pas en club et Attends, il il a l'est pas en 23 ans. sélection. Non, non, Il a 23 ans. mais même, ça change rien. Olivon enfin, le capitaine de Toulouse, il a le même âge que lui. Donc Marchand, Julien Marchand, oui. enfin, il n'y a aucune raison que Marchand ne soit plus capitaine, il n'y a aucune raison que Olivon ne soit plus capitaine. Pour le moment, il n'est pas parti pour avoir ce côté capitana et leader. Après, il peut être un leader de vestiaire et tout, mais il n'aura pas ça par rapport à des Galtier, à des Berbizier et d'autres. Donc ça, c'est compliqué aussi. Et puis Ça, pour clore un peu ce débat Dupont, tu sais, on disait voilà, il est dans les discussions pour être le meilleur joueur du monde. Fabien Galtier, il l'a été. Point. C'est le seul neuf. Ce que, après, on rappelle ce qu'un Berbizier ne peut pas être parce que le titre n'était pas. Et tu fais bien de le rappeler. Voilà, exactement. Non, mais c'est vrai qu'il y a des trucs qui sont difficilement comparables. Par exemple, Berbizier, Galion, Béraud, Fourou, Barraud, Astre, Lacroix, ces joueurs-là ne peuvent pas être champions d'Europe. La Coupe d'Europe n'existait pas. Et puis, Galion et Il n'y a même Berbizier. pas de Coupe du Monde pour certains. Il n'y avait Voilà. que Ben, 3 clubs et 6 pays qui jouent au rugby. Ouais, forcément, c'est compliqué, quoi. Eh ben, tu fais très bien de commencer à partir sur ce débat-là parce qu'il y a des joueurs qu'on n'a pas encore parfaitement cités. C'est Fourou, Astre, Barraud et Bérou. Voilà, il y a ces 4 joueurs-là et commençons par Fourou et Astre. Quelle est Franchement, votre position par rapport à ça? Est-ce que vous avez mis, vous, des joueurs ouais. dans un top 5 et pourquoi? Fourou numéro 5, moi. Commençons par toi, mon Alex. J'ai mis Fourou parce que c'est un joueur ultra particulier, très gueulard, très hargneux. Pour moi, Pas des qualités pour le moment. Enfin, Si, parce qu'en fait, pour moi, c'est Dupont d'il y a 35 ans, 40 ans, tu vois. C'est un joueur qui a redéfini aussi le poste de demi-mêlée, qui en a fait un patron des avants. Tu vois, pour moi, le patron des avants, quand on dit c'est le 9e avant, je vois Jacques Fourou, tu vois. Je ouais, vois Jacques Fourou, clairement. et c'est un joueur de légende. Enfin, c'est une légende, Jacques Fourou. C'est une légende qui est partie très très tôt, à 58 ans, mais c'est une légende, vraiment. Puis il a été capitaine pendant 5 ans quand même. Donc ça montre qu'il avait une certaine aura aussi dans le vestiaire. Un immense joueur. C'était un immense joueur. Mais les joueurs d'avant 1980, en gros, les joueurs qu'on a cités, j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à y réfléchir et je crois qu'Emeric était un peu sur la même longueur d'onde que moi. moi, j'ai Euh, un avis très tranché. Maintenant, je sais que je vais pas me faire que des copains parce que je suis d'accord qu'il faut pas. Dans l'intitulé, on a dit meilleur demi de mêlée français de l'histoire. Donc forcément, de l'histoire, il faut prendre en compte les anciens. Maintenant, moi, j'ai envie de comparer ce qui est comparable et je suis désolé, mais à l'époque, il y avait moins d'intensité, il y avait moins de clubs, moins de matchs internationaux. Aujourd'hui, on fait 10, 11 matchs internationaux. À l'époque, ils en faisaient 4. Donc, ça ne veut pas dire que ce n'étaient pas des énormes joueurs pour leur époque. Maintenant, moi, j'ai toujours cette notion de comparer la valeur joueur, en fait, la notion de technique et tout du joueur. Et souvent, dans le passé, quand c'est passé, justement, on a tendance à embellir les choses. Tu vois, moi, je suis en fin de carrière. Souvent, je me vante des bons moments plus que des mauvais, tu vois. ouais. Et souvent, on fait ça à l'époque de. Tu as l'impression que tu courais plus vite avant, quoi, tu vois. Mais Alors que maintenant, non, moi, je suis d'accord avec toi. Les joueurs d'avant 80, c'est très difficile de comparer cette époque qui est très lointaine à la nôtre. Mais alors, du coup, j'ai choisi mais d'analyser autrement la situation en me disant, bah, avant 80, je vais faire un classement des demi de mêlée avant 80. C'est-à-dire, et en gros, les deux qui arrivent, c'est, comme le dit Alex, c'est Jacques Fourou et c'est Richard Astre. Parce que ce qu'on peut dire, c'est que la concurrence entre les deux dans les années 70, elle a été tout simplement épique. C'était épique, hein. C'était un truc qui faisait la une des journaux télévisés. Je regardais des émissions YouTube où les deux, ils étaient mis l'un à côté de l'autre. C'était à se comparer, les journalistes étaient sur le bord du terrain en train de voir qu'est-ce que fait l'un, qu'est-ce que fait l'autre, etc. C'était Astre, c'était le demi-mêlée du Grand Béziers. Les deux ont atteint un niveau exceptionnel, mais dans deux styles totalement différents. Et alors, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai réussi à me dire Jacques Fourou ou Richard Astre sur cette question. Qu'est-ce que vous répondez en gros? Qui était le meilleur des deux? Ben, toi, je ne sais pas si tu as pu réfléchir à Ben, cette question-là. moi j'aurais mis Astre. Après, je les ai jamais vraiment vus jouer, mais moi j'aurais mis Astre justement parce que tu disais que c'était l'époque du Grand Béziers et c'est quand même Sibrenus. Sibrenus, pour un joueur, Il c'est avait la quand même beaucoup. légitimité du club.
la légitimité du parcours en club. C'est vrai, ça compte comparé à un Jacques Fourou qui à la Voulte et c'était Hoche. et Hoche, Hoche. lui, n'a pas eu ce parcours-là comparé au Grand Béziers, Alex. C'est un Non, point marqué pour Richard Astre, ça, non? non, c'est sûr qu'il n'a pas le même palmarès. Et il a pas le même palmarès. Malgré tout, moi, pour moi, il a ce côté un peu plus. Alors peut-être il a un moins beau palmarès que celui de Richard Haas, mais je trouve qu'on est d'ailleurs juste pour moi entre les deux joueurs. Pour moi, ça se joue vraiment entre ces deux hommes-là. Après, l'idée, pour moi, c'est, tu vois, il a redéfini plus le poste de demi-mêlée que ne l'a fait Richard Haas, tu vois. Et c'est ce que je garde de lui, tu vois. C'est ce Pour moi, côté. c'était plus moderne aussi, parce que je trouve qu'aujourd'hui, on a beaucoup de joueurs qui sont des petits héritiers de Jacques Fourou, tu vois. Ouais, bah, en gros, il y avait deux styles, quoi. Il y avait Jacques Fourou, gascon, qui avait un style un peu heurté, qui était proche de ses avants. Mais au final, c'est lui qui jouait, c'est lui qui a mené comme capitaine le 15 de France, c'était le Grand Chelem 77. Et après, il faut dire qu'il avait une relation qui était père-fils avec Albert Ferras, qui dirigeait les Bleus à ce moment-là. Et de l'autre côté, tu avais Richard Astre, qui en fait était celui qui jouait pas, mais du coup, comme il jouait pas et comme on est français, eh ben, il avait l'amour du public et surtout, il était le demi-mêlée du Grand Béziers, qui lui aussi était proche de ses avants, évidemment, parce que sinon tu peux pas être un bon de mêlée, mais qui était peut-être un peu plus aérien, peut-être un peu plus charismatique, et c'est lui qui avait l'amour du public. Mais au final, c'est Fourou qui a eu la confiance de Ferras, et c'est ce qui fait réellement la différence. Mais en fait, Richard Astre, s'il avait eu la confiance de Ferras, bah, en fait, il aurait été largement au-dessus de Jacques Fourou, sûrement. J'ai vu il avait 11 sélections parce qu'apparemment, il était jugé trop fragile, justement, par le sélectionneur à l'époque. Donc, Ouais, ce qui fallait fait qu'il bien lancer préférait des excuses à Fourou. l'époque, hein. À l'époque, tu faisais jouer tes copains, tu vois. T'as raison, Joseph. Allez, il y a eu cette histoire de t'es pas sélectionné. Et s'il avait été sélectionné, C'est il ça, aurait tout sans ce doute qu'il été avait. meilleur. Maintenant, le problème, c'est qu'il n'a pas été sélectionné. Ouais, Tu vois, moi j'ai envie de. Pour le coup, tu vois, je vais prendre. Je le fais en toute honnêteté, hein. Je suis en train de lire un article de Jacques Verdier, l'immense Jacques Verdier, qui a tant écrit dans le milieu olympique, qui a tant compris le rugby aussi. Il disait Richard Astre manquait de puissance, de courage défensif, mais quel joueur néanmoins, quel stratège, quelle intelligence au service d'un collectif. Pour Richard Haas, Jacques Fourou, à contrario, c'était le fier compagnon, le courage personnifié, le copain qu'on aurait voulu connaître, chaussettes basses, manches retroussées, jusqu'à la saignée des coudes, la mèche rebelle, l'humour à fleur de lèvres. C'était un monstre. c'est étonnant parce que dans la En, en- description, en fait, Jacques Fourou, il est plus biterrois que Richard Astre. Ouais, Presque. c'est marrant. Presque. C'est Mais vrai. en fait, en gros, tu as un peu tout simplement deux profils de neuf différents. Tu as un peu t'as Fourou le 9e avant et tu as Ast qui est finalement le deuxième 10, quoi. Ah, mais exactement, c'est exactement ça. Et pour moi, c'est un enfer de comparer les deux. C'est Tu vois, un Pierre enfer. Sadiak qui avait dit à Jacques Fourou, vous avez comme une passe de maçon. Et Jacques Fourou qui répond donc à la télévision, tu vois, devant tout le monde, il n'y a pas de sous-métier, monsieur. Tu vois, c'est magnifique. Non, mais c'est quand même magnifique, tu vois. Et alors, pour conclure ce mini-débat Fourou-Astre, c'est en fait ce qu'on peut dire, c'est que Fourou, il a eu la gloire internationale et que Astre, il a eu la gloire nationale. Et franchement, allez savoir ce qui est le plus recherché dans le rugby, les Vous le gars. dites dans les commentaires si vous avez connu, À si vous l'époque, avez envie de je parler. pense que la À gloire l'époque, nationale était plus importante, hein. À l'époque, Mais tu vois, c'était ouais. le rugby de clocher. Je dis pas ça du tout avec, c'est pas du tout péjoratif dans ma ah bouche. non, au Vraiment, contraire. faut pas mal le comprendre. Au contraire, parce que ça reste la base de notre sport. Ça reste des guerres de territoire, moi, pour moi. Et, euh, et je pense que ouais, à l'époque, mine de rien, celui qui reste dans le cœur, ça reste lui, je pense. Puis la SB, Ah ouais. c'était J'ai imbattable, quoi. trouvé une phrase de Jean-Claude Scrella sur As aussi, qui disait Richard est à mon sens le seul joueur capable de sentir un match Ah, il Ah, sent des ça Il matchs, reprend. faudra, mais il, de ce il qui était faudra la refaire, prévu. Benjamin. Vas-y, refais-la, Ben, on Ah, t'a pas entendu. il disait, Jean-Claude Scrella a dit Richard était à mon sens le seul joueur capable de sentir un match à chaud. Au bout de 10 minutes, il savait ce qu'il ne fallait plus faire de ce qui était prévu initialement. C'était aussi un formidable meneur d'hommes, un chef d'orchestre. Ouais, Jean-Claude c'est Scrella. ça. Le stratège et le combattant. Il y a, franchement, il y a débat sur les deux. Et il y en a qui diront fou, d'autres qui diront astre maintenant dans les commentaires. il y en a Dites-nous qui ce nous que vous avez sortiront choisi. Jean-Patrick Gabin, Par contre, il y en a qui Julien, peuvent. Max Jean-Philippe Barrault, Jérôme Trestouillet. Guerrion. Bravo. Il y en a effectivement qui peuvent choisir Max Barrault, parce que Max Barrault, c'est une histoire de fou. C'est un mec qui a commencé sa carrière
en 70 en équipe de France, c'est-à-dire exactement comme Fourou et Astre. C'était le troisième larron de la concurrence. Il a fait seulement 3 ans en équipe de France, mais où lui aussi il était en concurrence avec les deux autres. Il était vu comme le demi de mêlée d'avenir. Avant même Astre et Fourou, il avait le même âge qu'eux. Mais le problème, c'est qu'il a quitté Agen pour revenir dans son club formateur qui était Beaumont de Lomagne, c'est dans le Tarn-et-Garonne, et quitté Agen à ce moment-là, qui était en gros voilà, le club qui était chouchou de la fédération. C'était un peu se faire harakiri. Et puis en plus, derrière, il s'est blessé, il s'est pété la jambe. Donc Max Barraud, disons qu'il n'est pas classable, mais il faut, je pense, avoir une petite pensée pour lui en tout cas. Et, Ouais, mais il avait 15 sélections. Il oui, a c'est plus pour de ça. sélections que Astre au final. C'est ça qui est fou. Ouais, Ouais. c'est vrai. À une époque où je rappelle, il y avait 4-5 matchs internationaux par an, pas plus. Hein. Ouais, mais c'est l'époque où Agen était le prototype de ce qu'on voulait voir en équipe de France, tu vois. Ouais, exactement. Exactement. Donc, c'est important aussi de parler de Max Barraud, typiquement, parce qu'il y en a qui en Moi de parlent citer dans son nom. les commentaires. Parce qu'on Voilà, il on lui a fallait. posé un dilemme. Ouais. On lui avait dit soit tu restes à Agen, ou si tu quittes Agen, tu quittes l'équipe de France. Et lui, il n'en avait rien à faire, lui. Il est Ouais, mais rentré ça te il est montre, Et rentré l'équipe dans le de Tarn. France. Il est rentré dans le Tarn, comme Ben. ça te montre Ah, j'y suis pas rentré là. l'importance. Ah, t'es pas rentré. Ça te montre l'importance et la vision de l'équipe de France de l'époque. C'est-à-dire que c'est plus important d'être bon dans ton club ou d'être bon dans ta ville que d'être bon en équipe de France. Parce que c'était les débuts, tu vois. C'est clair. C'est clair. Alors que finalement, les autres joueurs qu'on a cités avant, ils ont eu des grandes carrières en club et ça a été important, mais on a souvent comparé ce qu'ils ont fait en équipe de France pour déterminer qui était le meilleur selon nous. Parce que pour nous, ça reste le niveau international le plus haut niveau. Et pour terminer, il y a 2 joueurs. Je ne sais pas si vous voulez en parler, mais c'est Jean-Louis Béraud et Pierre Lacroix. Peut-être plus Pierre Lacroix qui est intéressant. Je ne sais pas si l'un de vous a vu un peu ce qu'il en était. Sinon, je le fais. Moi, je peux en Il est parler. décédé l'année dernière, il me semble, Pierre Lacroix, Exactement. qui a été le grand demi-mêlée des années à Genèse, si je suis pas fou, qui a été C'est pas fou. vraiment, qui a été incroyable avec Agen, plus d'une vingtaine de sélections et 8 tournois des 5 nations, parce qu'à l'époque c'était les 5 nations. Pareil, c'était un immense demi-mêlée. Alors maintenant c'est très très loin, hein. Je crois que c'est les années 50-60, Ouais, mais c'est ça. En gros, il a joué en équipe de France de 58 à 63. Et alors, ouais, effectivement, moi aussi, j'avais vu, et j'ai revérifié ces chiffres-là, c'est qu'il a joué 6 fois le 5 Nations. 6 fois le 5 Nations, il l'a gagné 3 fois, 60, 61, 62. Mais surtout, il était titulaire indiscutable, il était capitaine en 62 aussi. Et d'après ce que les journalistes en disent de l'époque, et les observateurs, c'est qu'il a révolutionné le poste. En fait, c'est le premier demi de mêlée français parce que le tournoi de destination des 5 nations, il a commencé dès le début du siècle. Mais lui, dans les joueurs qu'on connaissait, etc., c'est le premier demi-mêlée et qui a apporté un véritable plus dans ce côté très rythmé, etc. Et puis, ouais, et puis tout simplement, il a marqué l'histoire du club agenais. Et ça, voilà, c'est une des premières stars, Pierre Lacroix. C'est un mec et qui puis a il a une tribune à Armandie, ça montre à quel point il a été important pour le Sueur. Et j'ai vu aussi qu'il avait marqué un essai sur chacun de ses 3 premiers matchs internationaux. Et j'ai vu que seul Jérôme Gallion a pu faire pareil. Il a réussi à marquer un essai sur chacun de ses 3 premiers matchs le en équipe de PDA, je France. crois. Exactement. Donc voilà, si vous voulez terminer, les gars, ce qu'on va faire, c'est que vous fassiez, pour rappeler votre top 5, allez, votre top 5 des demi-mêlées français. Qui commence? Allez, Yachvili, Galtier, Para, Fourou, Berbizier. Est-ce que ton top 5 a changé après ce débat? Non, non, c'est le même. C'est le même. Ok. Emric, Et si je peux dire Weber 6 pour toi. Moi, j'avais mis Galtier en 1, Para en 2, Yachvili en 3, Carbonneau en 4, bien sûr Béziers en 5, mais en vrai 5, Elissade. Et Berbizier pas loin. et toi, Ben? Moi, j'ai mis Galtier en 1, Yachvili en 2, Berbizier en 3, j'ai mis Para 4. Et après, j'ai hésité, j'ai préféré mettre Astre en 5 et Elissade en 6. Eh ben moi, pour terminer, je vais dire Galtier, Yachvili, qui, j'avoue, tu m'as un peu convaincu, Alex, pour le faire passer devant Berbizier. Euh, Carbonneau, que j'avais mis derrière Elissalde. Finalement, Elissalde sera quatrième et Carbonneau cinquième. Et alors, je vais dire mon sixième parce
parce que c'est vrai que vous m'avez convaincu, c'est le Morgan Parra que je mettais peut-être un tout petit peu plus loin, que je mettais par exemple derrière Jérôme Galliot, Antoine Dupont, mais c'est vrai qu'il a le droit d'avoir un tout petit peu plus de crédit. Du respect, monsieur, du respect. Et du respect sur son nom, exactement. Alors, les gars, est-ce que vous êtes prêts? On va faire un petit quiz pour terminer. On va faire, Oui. on va faire. Alors, je vais partager mon écran. Il va y avoir tout simplement, il va y avoir quelques qui suis-je. T'as bien vérifié ce que tu partageais, hein? Qui suis-je? Nikita Bellucci, c'est bon. mon Dieu. Merde, ça lui va nous poser des problèmes. Non. Oh merde, putain, c'est presque moche. Hein. Allez, le premier qui suis-je? Qui est-il? Dupont. C'est Non. moi, c'est moi. C'est moi. C'est Vous moi, avez les dit- tétons, j'ai reconnu. Ok, bah vous allez tous les deux faux. C'est pas Dupont. Huget. Non, vous êtes, Machelot, Qu'est-ce que je dis? et vous Voilà. êtes très loin de Dupont en plus. Vous êtes très loin de Machelot. Dupont. Et regardez les bras, les gars. Oh putain, Kamicha. Non, il a pas. Non, attends. Les gars. Ah, mais non, c'est Girado. Mais non. Mais non. Attends, c'est pas Ah. possible. Les gars, ça peut pas être Garado, ça peut pas être Dupont. Réfléchissez pourquoi. Bah, il y a écrit World Cup déjà, donc à partir de là, on est bon. C'était la Coupe du Monde au Japon. Alors, qui y avait entre les deux? Qu'est-ce qu'on pouvait mettre? Les gars, c'est un pilier. Marchand? Non. Mais non, puis c'est un tel Bah, honneur. Bamba, Marchand. t'es mignon. Oh là là. Si. Bemba Attends. Bamba, bravo, bah oui. Qui a Ah bah, dit alors là, Bemba je Bamba? Réfléchis. Qui a dit Bamba? Il l'a dit. C'est Ben. Ça Honnêtement, fait c'est 2 Ben. minutes que je l'ai dit. En Ah fait, ouais, mais je t'ai pas pour moi, entendu, on tu m'as était, coupé. pour moi, on était sur les 2000 mêlées, c'est pour ça. Ah non, on est Putain, pas sur- mais Bamba, il a les mêmes tétons que Dupont, c'est pour ça. Ah ouais. Alors, on connaissait Yam qui connaissait tous les tatouages. Maintenant, on connaît Emric qui connaît tous les Tous les tétons. 1-0 Chacun pour ses Ben. préférences. Ah putain, c'est. Serein. Mais oui. C'est Serein, Non. ça, je pense. Jalibert? Ouais, Oh non, incroyable. 2-0 pour Ben. Pourquoi c'est Jalibert? Il a joué 12 secondes. C'est Papy Moustache. Bravo, Jacques Brunel. Wow. 2-1. Compliqué celui-là. Coupe du Monde 2015, un avant, troisième ligne, Ouais, ne dis pas plus. polyvalent. Mais Manol. non, mais capable de Imanol 2015. 2015? Ah non, pardon, j'étais en 2011, moi, dans ma tête. Pardon, j'étais en 2011 dans ma tête, de toute façon. 2015. C'est un 8. Gourdon. Principalement un 8. Picamol? Non. C'est Kevin un joueur Gourdon, non? très important dans son club. C'est pas Kevin Gourdon. Attends, Un 2015. Clermontois. Ah, Chouli? Oh putain, Chouli, bah super. Chouli, d'accord. Très très bon Ben. Oh le bâtard, nous mettre sur Chouli, enfoiré. Eh Ben, il vous tarit là avec. Ouais. Chouli. Du sautoir. Non. Nyanga. Nyanga? Betsen. Premier moi, c'est point. C'est Premier moi. point. Putain, marqué Nyanga, bah par ouais. Alex. Ça fait Il avait une 3. étoile, il avait une étoile à rugby 08. Ça voulait dire que c'était un immense joueur. C'en est un. Le fameux C'est vrai, Rugby c'est 08. vrai. Donc Ben, tu as 3 points. Emeric, tu as 1 point. Alex, tu as 1 point. Il reste un dernier qui suis-je. Il y a 3 points, Ben. Pas ça. Ah putain, elle est connue cette photo, Berbis. enfoiré. Non. Ah bah non, c'est Jacques Fourou. Non. Non. Alors, On va tous les citer, hein. Il a été cité, mais il a été peu cité. À Baron? Cossé Berry. Galion. Galion, bravo les gars. Oh bâtard. Excellent. Ah. Galion. Pas simple, hein. Pas simple le Galion. Ouais, pas simple de jouer avec des ballons comme ça, surtout. Hein. Moi, Non, je veux mais le dire, moi, j'en ai eu d'ailleurs, des c'est- ballons comme ça. Hein. D'ailleurs, cette passe, ça aussi, c'est un truc un peu mythique, hein, cette passe en sautant comme ça. Alors, Ouais, Galtier les quelque faisait chose. aussi, c'est ridicule. c'est- Yeshvili aussi les faisait. Ouais, mais ça, c'est quand t'avais pas trop de passes. Maintenant, aujourd'hui, ils ont plus besoin, les mecs. Ils ont plus de bras maintenant. Ça fait donc que Ben, tu as 3 points. Emric, tu as 1 point. Yes. Alex, tu as 1 point. On va partir sur une énumération. 2 points, Alex. Alex hein. 2, du coup. Hein. Deux. Alex, 2 points. Pardon. Attention. Hein. On va terminer l'émission sur une simple énumération. Une simple énumération, et cette énumération, c'est le nombre de sélections en équipe de France. On va faire le top 15. Et si il y en a deux qui sont égalité, on divisera avec un. Avec un autre Enfoiré. classement.
Le seul qui zen, c'est Alex. en 15 de France. Alors, on va Alex, il est démarrer journaliste, il fait ça tout le temps. On va Non. démarrer par Emric, qui a seulement. Et les mains là, les gars. Les mains là, hein. Pas de triche. Si tu Hein. veux, Les mains là. Hein. Tu peux y aller, Emric, quand tu veux. Olivier Magne. Olivier Mann est 5e, bravo, avec 90 sélections. À toi, Ah oui, on n'a pas le droit de noter Alex. et tout, putain. Alex. Fabien Pelouse. Fabien Pelouse est tout simplement premier avec 118 sélections. Ben. Du sautoir? Du sautoir est 12e avec 80 sélections. Emric. Morgane Parra. Emric. 80, je me dis 80, il peut être 15e avec 71, tu vois. Ah, et ben non, parce que le 15e, on a 67. Ah, j'aurais dû assurer. Putain. Oh putain. Je suis pas sûr de l'avoir. Hein. Non, mais j'en ai plein en vrai. En vrai, j'en ai plein, j'aurais dû assurer, j'ai fait le con. Alex. Ah, je suis un connard. Raphaël Ibanez. Raphaël Ibanez, c'est 3e Bah oui. avec 98 sélections. Ben. On ne perd pas si on dit un truc qu'on a déjà dit, hein, juste parce qu'on ne peut pas noter. Si, tu peux. Ah bah si, c'est le jeu. Ah bah si, c'est Ah le ouais. jeu. En jeu. Sans noter, oh, c'est dur. Ah ouais. Attends. Harry Nordoki? Harry Nordoki. Montre-nous tes mains là, Émeric. Ah, Non, mais moi, je joue plus. Mais Moi, il a je suis perdu, éliminé. déjà. Moi, j'ai perdu. Ah oui. Ah oui. Il est 10e avec 82 sélections. Alex, à ton tour. Attends, j'hésite entre deux. Allez, je tente. Nicolas Mas. Nicolas Mas, 7e. Très bon ça. Oh là là, il est 7e fort. avec 85 sélections. Ben. il va falloir tenter bientôt. En plus, on n'a même pas dit le deuxième. Du coup. Je suis dégoûté. J'en avais tellement. Je suis dégoûté. Je vais tenter Betsen. Serge Betsed n'est pas présent dans le top 15. Ah, il Attends, faut qu'il en sorte un, Alex. Non, Si j'en parce sors un, que- c'est bon. non, Si. t'en as déjà cité un de plus. Oui, il en que- a un de plus que moi déjà. Ok, essaie de Attends, continuer alors. je peux essayer ou pas? Mais bien sûr, Vas-y. tu peux essayer d'en dire plus. Peter de Villiers. Mais non. Pas bon. Non. Laurent Cabane. Pas bon. Les gars, c'est Ok. là. C'est là. Ah oui, c'est là. Philippe, c'est là, oui. C'est là. Oh là, la C'est honte. là est deuxième. C'est là est deuxième avec 111 sélections. Serge Mais oui. Blanc. Barzetski. Serzeski, c'est bon. 80. Non, mais Blanco, mais bien, Blanco, ouais. mais bien sûr, Ouais. Blanco. Damien Traille. Ah putain, Damien, qui m'a écrasé les pieds. Sylvain Marconnet. Ah bon. Louis Sylvain Picamol. Marconnet, oui, putain, sûr. Abdelatif Benazi. Frédéric- Camol, sérieux? Ouais. 82 sélections. Abdelatif Benazi. Ben, 60. Picamol, il a fait 2011-2015 aussi. Et ensuite, il en reste deux. Le 14e, c'est Frédéric Michalak. Et le 15e, c'est Aurélien Rougerie. Et pareil, il est combien? Donc, ça fait 3 partout. Et Para, il est, je sais pas, j'ai que le top 15 là. Mais il est pas Top loin. 15, Rougerie, il a combien, combien de sélections? Les gars, Il a- ça fait 3 partout. Ça fait Il 3 se passe partout. quoi maintenant? Donc, on va faire un dernier quiz auquel, Allez, bonne soirée. évidemment, tu vas participer, Emric, pour l'honneur. Tu vas participer pour l'honneur. Dégoûté. J'ai été con. Sinon, tu le mets à 3 points. Eh ben, vous savez quoi? On va tout simplement faire le nombre de sélections des joueurs encore en activité. Oh, t'es fou, encore en activité, ouais, t'es un grand malade, toi. Top 10. Ok, qui commence? Franchement, je trouve ça plus simple que. Quoique. Top 10 des joueurs en activité. Emric. C'est-à-dire, genre, dans la dernière compo, Non. pour le. Le nombre de sélections des joueurs encore en Même activité. si c'est un peu appelé aujourd'hui. Même s'il ne s'est plus appelé aujourd'hui. J'ai pas compris le. Excusez-moi, hein. Bah, par exemple, je te Ils n'ont pas arrêté leur carrière, quoi. Cocotte, Mais- ouais, Cocotte, par exemple, est dans le classement. Et ben, je Hein dis Rory Cocotte. Non, mais il n'est pas dans le top 10. Emric, tu vas te reconcentrer et tu vas redémarrer. Ah non, ok, dans le top 10. Ah, là, Dans le t'as top 10. tous les joueurs qui sont déjà en activité. Ok, moi je te dis alors. Alors, attends. Tac. Bah, Guillaume Gardo. Guillaume Gardo est deuxième, bravo. Alex. Louis Picamol. Voilà, putain, j'ai cru que vous alliez être con, les gars. C'est le mien. Ben. Para. Pas, bravo. Emric. Leroux. Pas bon. T'es éliminé. Arrête tes Emric. conneries. Leroux, ça marche pas? Ah, Ça marche pas. ok. Ouais, et bah, bonne soirée. Alex. Gaël Ficou.
Gaël Ficou est 10e. Oh là 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 là, il passe le cut. Ben, Putain, mais Fofana? t'as dit Fofana? c'est dur, hein, Fofana, mec, il a été tout le temps blessé, c'est pas possible Ben qu'il y ouais. soit. Et je me suis dit, Ah là, merde, j'aurais dit Fofana, moi. Ficou, tu vois encore. Attends, mais il y a Ficou, c'est qui lui. alors? Attends. Attends, Alex. non. Donc, Alex, t'as gagné le quiz. Hein. Bravo. Ouais, bravo. C'est pas ouf comme quiz. Pas Le mérité. rat. Sarzeski. Ouais. Non, mais il joue plus. En Il joue activité? Si. Non. Il est... Bah non, Ah non, il est il plus est en dans le staff activité. du Racing. Attends, Il joue attends. plus, mec. Mais il est dans le staff Non, du mais Racing. attends, il était en activité en début de saison. Il a pas. Ah, Oh, pas. Non. Arrêtons de gratter ça. Il était joker Coupe du Monde en début de saison. Ouais, super, ouais. Les gars. Il y a Bastaro. Bien sûr. Et- Michalak, il tape des coups de pied dans son jardin. Ça compte? Il fait des passes pendant le confinement. Non, mais il a joué cette saison, hein, Sarzeski, les gars. Ouais, mais il compte pas dans ce classement-là. Tu sais très bien, il pouvait pas être sélectionné au dernier Il y tour. avait Machno, peut-être, non? Il a pas beaucoup de sélections? Je vous donne le top 10. Bastaro, non? Je vous donne le top 10. Picamol, Guerrado, Parra, Bastaro, Trinduc, Maestri, Médard, UG, Slimani, Bastaro, Ficou. Voilà, les gars. Encore une victoire, Franchement, hein. c'est bien joué. Encore une Pas victoire. de regret, pas de regret. Merci. Hein. Bravo, Alex, et bravo à Ben pour sa Merci première beaucoup, hein. participation à l'émission, qui n'a pas passé loin de gagner ce quiz-là. Ouais, Voilà. mais bon. Eh Mais ben, en les tout cas, gars, quoi qu'il, il pourra pas le perdre parce que je suis là. allez, range-toi, toi. Allez, bon confinement. Va te Elle a l'envers, en confiner. plus. Va te confiner, toi. Oui. Allez, ciao. Allez, bisous à tous. Ciao. Ciao.